Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Tout d'abord, veuillez bien nous excuser pour ce retard. Alors là, vraiment, c'est énorme aujourd'hui qu'on a enregistré dans le démarrage de cette émission, même si on est coutumier du fait quand même. Aujourd'hui, le retard est assez important, mais nous avons des excuses aujourd'hui puisque ce retard est en partie dû, vous avez pu le constater certainement, et beaucoup d'entre vous en tout cas, ce retard est en partie dû à un problème technique que nous avons depuis hier soir. Il a fallu tout de suite là, il y a juste quelques minutes, pour que ce problème soit résorbé et donc que nous soyons désormais en mesure donc, de diffuser et que vous soyez vous aussi en mesure de nous suivre, non seulement à Niamey, mais à l'intérieur du pays un peu partout, où nous diffusons notamment sur le canal 282 du bouquet Canal Plus. Encore une fois, toutes nos excuses et nous souhaitons rencontrer votre indulgence pour ce faire. Pour ne pas davantage perdre du temps, je suis avec nos invités consultants habituels. Il s'agit du docteur Amadou Hassan Boubacar. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Il est constitutionnaliste, il est enseignant-chercheur à l'université de Niamey. À côté du docteur Amadou, il y a Ousseini Issa, il est journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a M. Traoré Daouda, il est journaliste professionnel également, directeur de publication du journal quotidien Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, Traoré, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, enseignant-chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Tout de suite, le menu de Presse Plus avec cette introduction de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Rendez-vous avec Presse Plus pour ce mois de novembre 2022. Nous vous proposons cette fois encore deux gros titres au menu. Il s'agit d'un premier sujet décidément devenu récurrent ces 3 dernières semaines, à savoir celui du drame de Tamou. Il est titré cette semaine « Drame de Tamou, faut-il occulter les débats ?» Quant au second sujet, il est relatif à la gestion, voire à la bonne gouvernance. Ici, le régime, ou disons le système de la Renaissance, est sévèrement pointé du doigt. Le second sujet est titré « La Renaissance, une gouvernance indécente ». Voilà donc pour le sommaire de Presse Plus de cette semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le sujet il est récurrent depuis quelques semaines, c'est celui qui provoque le débat désormais sur le drame de Tamou. Donc, alors le sujet, le premier, il est titré « Faut-il occulter le débat ?» Point d'interrogation, résumé avec Boubacar Amadou. Drame de Tamou, faut-il occulter les débats? Le drame de Tamou, ce que certains appellent pudiquement les événements de Tamou, n'ont pas encore fini de livrer leurs secrets, loin s'en faut. Est-ce qu'on sait tout ce qui s'est passé? Sans doute non. Le saura-t-on? Jamais. C'est le souhait de beaucoup de Nigériens qui appellent ainsi de tous leurs vœux une enquête profonde, sérieuse, rigoureuse et indépendante sur le sujet et de rendre publiques les conclusions de la dite enquête. Cependant, en attendant, faut-il occulter, voire arrêter le débat sur la question? Cette semaine, disons aujourd'hui, Presse Plus a décidé de faire la part belle au public en permettant des commentaires, contributions et questions dès l'entame du sujet qui prendra toute la première partie de l'émission. À suivre donc tout de suite le débat. Des commentaires, des interventions sur des questions aussi, des contributions aussi, mais sous forme de messages comme vous l'avez toujours fait, au numéro qui est affiché à l'écran, non seulement par message SMS simple ou par message WhatsApp. Donc tout au long de cette première partie du débat, donc vous pouvez le faire dès maintenant et la part belle sera donnée donc à tous ces commentaires et ces interventions. Mais en attendant, on va juste faire un seul tour de table. Il y a eu une petite évolution cette semaine avec cette sortie médiatique du mouvement ou des responsables du mouvement M62, notamment le coordinateur du REPAD, M. Ablaye Sedou,
qui s'est adressé à la presse, notamment au micro de Bonferré Télévision, pour s'exprimer encore une fois sur ce drame et sur les évolutions éventuelles et sur l'intention de son mouvement d'aller jusqu'au bout des investigations qu'il a commencées pour aboutir à une explication plus complète de ce qui s'est passé le 24 octobre dernier sur ce site aurifère de Tamou. Je propose de suivre donc Ablaye Sedou, coordinateur du REPAD. Après avoir été à Saï et Tamou sur le site des arpailleurs où le drame s'est produit, occasionnant des décès et des blessés, dont certains admis à l'hôpital national de Niamey, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple M102 reste sur sa position, celle de mener une enquête indépendante en vue d'établir une liste des victimes blessées, disparues ou tuées. Nous estimons qu'il y a véritablement encore beaucoup de zones d'ombre et nous ne comprenons pas pourquoi on continue à banaliser la vie humaine pourtant sacrée des citoyens. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir arriver à l'identification des personnes décédées, leur nom, leur âge, leur lieu, etc., etc. Parce que jusque-là, personne n'a pu mettre la lumière là-dessus. Et leur nombre exact. Les investigations étant en cours, le mouvement M102 relève un cas de décès à l'hôpital national de Niamey parmi les blessés admis avant la visite du président de la Commission nationale des droits humains CNDH, dont celui-ci n'a pas fait cas lors de son interview avec les médias. Sur ce cas, le mouvement M102 interpelle la Commission nationale des droits humains CNDH à travers cette lettre que voici. Nous nous posons la question, pourquoi cette information selon laquelle tous les blessés ont été libérés, à l'exception des 4 là, ont retrouvé la santé et ont été libérés. Est-ce une information erronée? Et pourquoi le président de la CNDH, l'administration de l'hôpital, a donné au président de la CNDH une information erronée? Et donc, nous avons écrit au président de la Commission nationale des droits humains sur cette question et appelé, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une enquête soit faite par rapport à ce cas, et non seulement par rapport à ce cas, mais à s'interroger sur ce qui est devenu exactement les blessés. Alors pourquoi on cache les cas de décès survenus à l'hôpital national? Et quand on cache des décès survenus à l'hôpital national, alors à quoi devrions-nous nous attendre en ce qui concerne les décès survenus sur le terrain, où au moment de l'opération, les populations insinuent qu'il y avait beaucoup de personnes dans les puits et qu'avec l'incendie, beaucoup étaient décédés. Décidé à faire la lumière sur les événements survenus à Tamou le 24 octobre 2022, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple M102 met à contribution les témoignages des victimes et leurs familles respectives. Voilà, un petit souci là également technique. Juste rajouter, après cette intervention de Ablaye Sedou du REPAD, que la Commission nationale des droits humains, CNDH, a écrit officiellement pour dire, au-delà de la déclaration verbale du président, de son président, a écrit seulement pour dire qu'elle s'autosaisit de ce dossier, donc des événements de Tamou, et qu'elle mènera donc une enquête indépendante sur la question dont les conclusions seront rendues publiques évidemment ultérieurement. Alors le Nouveau Républicain, le journal Le Nouveau Républicain a titré Tamou à quand la vérité? Tamou à quand la vérité? Titré le journal. Et Niger Inter Hebdo, autre journal de la place, a titré Lutte contre le terrorisme, bannir les postures politiciennes.
lutte contre le terrorisme. Et l'enquêteur, pardon, oui, la régie a tout à fait raison, c'est moi qui suis allé vite en besogne. L'enquêteur, dans sa parution du 7 novembre, a titré « L'exécutif empêtré dans l'affaire des événements de Tamou ». L'exécutif empêtré dans l'affaire des événements de Tamou. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'exécutif empêtré dans l'affaire des événements de Tamou. Niger Inter Hebdo, cette fois, titré « Lutte contre le terrorisme, bannir les postures politiciennes ». Lutte contre le terrorisme, bannir les postures politiciennes. Et enfin, le journal Le Nouveau Républicain qui titre « Après les événements de Tamou, un débat indécent ». Après les événements de Tamou, un débat indécent. Notre confrère fait allusion ici donc, au débat sur le nombre de décès, comme si le nombre importait réellement, et puis tout ce qu'on a pu entendre comme commentaire dans ce débat depuis l'avènement ou la survenue de ces événements le 24 octobre dernier. Alors, Ousenissa, on a déjà, pendant 3 semaines successives, évoqué ce problème. Alors là, avec ce qu'Ablaye Seydou vient de dire, avec le fait que tout le monde soit d'accord qu'il faut désormais une enquête indépendante, sérieuse, pour voir plus clair, est-ce qu'il faut cependant occulter le débat? Non, mais je pense qu'on ne peut pas occulter le débat, Abdraman, parce que tout simplement, on parle de vies humaines. Et on connaît l'endroit où ça a été fait. C'est un site où il y avait pratiquement 3000 personnes qui travaillent quotidiennement. Il y a eu un bombardement. Pratiquement, on a dit qu'il y a eu 7 morts et 24 blessés. Et sans fournir des détails sur l'identité de ces blessés et de ces morts-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la question, quand j'ai vu tout à l'heure un titre parler de débat indécent, le débat est bien décent. Il faut bien savoir combien de morts y a-t-il eu, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans les puits, n'est-ce pas? Il faut faire la lumière autour de cette affaire. Je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas minimiser la vie humaine. Il y a peut-être des gens, les parents ne sont même pas au courant encore, parce que quand on parle de mines d'orpaillage, de sites d'orpaillage, c'est que les gens viennent de partout. Il y a des jeunes qui vont là-bas. Il faut bien que, à la faveur peut-être de cette enquête indépendante, qu'on puisse exactement savoir le nombre de morts, les gens qui sont, parce que bon, ça va être un peu compliqué, parce que ça fait quand même combien de jours, 2 ou 3 semaines pratiquement, où, voilà, il est très difficile parce qu'il faut aller, comme on avait dit, entrer dans les puits, là, c'est pas évident du tout. Mais qu'on cherche exactement et qu'on puisse donner l'identité aussi, parce que c'est ça aussi qui est important. Quand le président de la Commission nationale des droits humains a fait le déplacement au niveau de l'hôpital de référence pour voir les blessés, on dit qu'il y a déjà combien qui ont été libérés. Il y a une vingtaine qui ont été libérés. Il n'y a que 4. Maintenant, avec la lettre de Ablaye Seydou qui dit qu'il y a eu un mort dont on n'a pas fait cas, ça jette davantage le flou autour de cette affaire-là. Parce que normalement, on doit pouvoir savoir exactement combien de blessés ont été évacués sur Niamey pour être internés au niveau des hôpitaux. Et à ce niveau, on constate déjà qu'il y a une volonté quelque part de ne pas, en tout cas, donner le maximum d'informations autour. Maintenant, les blessés qui ont été libérés, où sont-ils? Parce que quand on a appris qu'il y a eu, comme on avait dit, des investigations, même autour des blessés, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Qui sont-ils exactement, ces blessés-là? Est-ce des éléments terroristes? Les gens qui ont été enterrés de l'autre côté, c'est véritablement des éléments terroristes ou pas? C'est autour de ces questions-là, en tout cas, c'est les préoccupations que les Nigériens veulent voir éclairées. Et à partir de ce moment, on peut savoir exactement s'il y a lieu de faire des, comment veut dire, des dédommagements de ses parents, parce que c'est important. Mais on ne peut pas taire le débat pensant que, bon, à partir du moment où le gouvernement a dit voilà le nombre de morts, voilà le nombre de blessés, on ne peut pas s'en tenir à ça. Il faut aller en profondeur pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Occulter le débat ne peut pas s'occulter. Le débat, il est dans un camp pour le moment.
Et c'est ce camp qui va faire en sorte, c'est à lui de faire en sorte que le débat soit ramené sur le tapis. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'analyse. Le gouvernement, lui, il a dit sa vérité. Il dit que c'est des terroristes, ils se sont cachés, calfeutrés sur le site, ils ont bombardé d'une manière précise, et voici le nombre de morts terroristes. Et il les a enterrés à tel endroit. Pour conforter, pour dire que ce n'est pas ce que les gens ont dit, le ministre de l'Intérieur y était sur le terrain. Il a dit voilà, c'est cette mort terroriste. Oui, j'arrive. Non, j'arrive s'il te plaît. Il les a pas enterrés. Non. Il les a pas, il est parti voir. Non, oui. Oui, mais pour eux, c'est des terroristes. Les parents des victimes qui les ont enterrés. Voilà, mais pour le gouvernement, oui, pour le gouvernement, c'est terroriste. Comprenez-nous bien. Oui, non, mais pour le gouvernement, lui, c'est des terroristes. Voilà, et il a dit, ceux qui amenaient même à Niamey, là, les malades, partout, c'est des présumés terroristes en attendant que la gendarmerie éclaire. Donc pour le gouvernement, lui, il ne fait plus de débat. Il a dit ce qu'il a dit, voilà sa posture. Maintenant, ceux qui avancent effectivement des chiffres assez importants quand même sur les morts, une fois qu'on aura confondu le gouvernement, c'est en ce temps véritablement qu'on va faire le débat, parce qu'il faut arriver à confondre le gouvernement pour dire que non, tu as dit il y a eu 7, mais en réalité, voilà, le nombre de gens, ça, même si on s'en tient au fait qu'ils sont des terroristes, mais ça, c'est des Nigériens et des citoyens honnêtes. Tu les as tués d'une manière ou d'une autre, donc à toi de prendre responsabilité. Et c'est ça, je dis que l'affaire est très simple en réalité, mais je ne sais pas pourquoi les gens, on tourne autour, personne n'arrive à dire. Parce que comme je dis, un site, même s'il y a plus de 4000, comme on l'a dit, à 15 heures où le bombardement s'est fait, mais quand même, il y a des connexions. Les gens savent à peu près qui est qui. On devrait aujourd'hui établir sur ce site-là, au moins, la liste des gens qui même s'ils ne sont pas morts, qui sont portés disparus. Parce que chaque fois qu'il y a un accident comme ça, Hussein a dit tout à l'heure que c'est des gens qui viennent de partout. C'est vrai, mais quand même, le plus souvent, ceux qui viennent de partout, là, ils sont employés. Et la dernière fois, on a suivi un des employeurs. Il sait à peu près combien de gens il a. Leur nom, à peu près, il a ça. Même s'il n'a pas leur nom, il sait combien ils sont. Et il est en mesure de dire, il y a tel nombre qui n'ont pas répondu à l'appel après le bombardement. Aujourd'hui, une semaine ou 2 semaines, 3 semaines après, je n'ai pas vu toujours, mais parce qu'ils les payent quand même. Donc, je n'ai pas ces gens-là. C'est en ce moment, on peut dire, effectivement, ils peuvent être peut-être dans ces trous, puisqu'ils ne sont pas là. Mais là, en tout cas, on suit d'une manière éparse ce que chacun dit. La société civile, les deux sociétés civiles qui ont été, ils auraient dû quand même consacrer du temps à discuter avec les survivants, les chefs des sites, là, pour savoir au moins qu'est-ce que tu as comme gars qui était dans le puits. Quel surnombre? Est-ce qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines aujourd'hui, tu ne les as pas? Donc on peut le considérer comme étant de... On fait une liste exhaustive à peu près pour dire, nous on pense que la base de l'enquête, la voici. Parce qu'il y a tel nombre de gens qui n'ont pas répondu à l'appel. Donc on suppose, puisqu'ils ne sont pas là, ils sont peut-être dans ce trou. En ce moment, mais là, jusque-là, c'est dans le vide qu'on est en train de spéculer. Parce que même la Commission nationale des droits de l'homme, il faut qu'elle aille sur place, et ce n'est pas un jour, 2 jours. Il faut qu'elle mette du sérieux, prendre du temps pour pouvoir vraiment investiguer. Parce qu'on ne peut pas investiguer sur la base d'un vide. Il faut aller, parce qu'il y a ça et ça et ça. La dernière fois, on a suivi le monsieur qui disait, il y a des mouches, peut-être, supposons qu'il y a déjà, mais au moins, celui qui les emploie, il sait qui ils sont. Et il sait s'ils sont revenus ou ils ne sont pas revenus. Moi, c'est ça qui me gêne dans ce débat, parce que les gens ne vont pas... On dirait que les gens font de la rétention de l'information eux-mêmes, ils ne veulent pas aller, ils ne sont pas dans des convictions certaines. Comme le dit Hussein, s'il y a des gens dans le trou, qu'on nous dise, voilà, moi je pense que j'ai 46 personnes qui travaillent dans 4 ou 5 trous. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je n'ai aucun sur ma liste. Donc, ils sont censés, s'ils ne sont pas perdus, en tout cas, je suppose, le postulat de base, c'est qu'ils doivent être dans le trou. Au moins, là, le gouvernement, ou bien la commission, ou bien la société civile, a une base. Il y a 45 qui sont portés disparus. Mais là, jusque-là, chacun brode autour pour dire, en tout cas, il y avait des gens... Bon, moi, je pense qu'on doit dépasser ça avec le temps. La passion doit tomber pour faire place vraiment à des éléments clairs d'appréciation pour faire une enquête. Oui, c'est vrai, je pense que ce qui s'est passé à Dakar, pas pour l'ordre du débat,
débat, comme il a dit, il y a des spéculations partout. Mais je pense que l'autre chose qui est formelle, comme vous l'avez dit, la Commission nationale des droits humains, au-delà de la visite que son président a rendue, en tout cas, il a été au chevet des blessés à l'hôpital général de référence. Cette fois-ci, il a écrit pour dire la Commission nationale des droits humains s'auto-saisit conformément à sa loi. Donc, elle va mener une enquête indépendante pour savoir exactement ce qui s'est passé et cette enquête sera sanctionnée par un rapport qui sera rendu. Je pense que maintenant, toutes les conditions, c'est pas, en tout cas, créer les conditions pour que cette enquête-là soit véritablement indépendante et qu'elle ait accès à toutes les sources d'information, les chefs d'équipe. La dernière fois, nous-mêmes, on disait que ce seraient des témoins importants, les chefs d'équipe, où tout le monde sait que combien de père il emploie dans son puits, il y a combien au moment des faits, qui n'a pas répondu à l'appel, qu'on peut considérer comme des disparus, les puits ou la puanteur ou vraiment qui a, ainsi de suite. Tout ça là avec des médecins légistes, toute une en tout cas, équipe de bataille. De toute façon, la Commission nationale des droits humains n'est pas à son première, en tout cas à sa première activité d'enquête en pareille circonstance. Elle sait avec qui et qui il faut aller. Je pense qu'on peut faire confiance à la Commission nationale des droits humains, quoique j'ai vu dans l'interview d'Abdoulaye, il est un peu dubitatif parce que c'est pas si c'est les responsables de l'hôpital général des références qui ont caché, je crois que le décès qu'il y a eu parmi les blessés hospitalisés, et peut-être que le président de la Commission nationale des droits humains n'a pas fait cas dans son point de presse. Et tout ça, là, je pense que c'est des éléments. De toute façon, la société civile est là pour donner l'alerte et pour vraiment dénoncer éventuellement si l'enquête n'est pas conduite en toute indépendance ou bien il y a des éléments d'information que la Commission n'aurait pas pris en compte. De mon point de vue, la Commission nationale des droits humains peut également les écouter, parce qu'ils ont été sur le terrain, ils ont un certain nombre d'informations, ou même leur donner des pistes par rapport à ce qu'eux, ils ont eu, et que ce soit le mouvement M62 avec le REPAD, ou bien que ce soit on appelle TLP là, donc qui était sur le terrain, voilà, tourne la page, qui était sur le terrain. Donc la Commission nationale des droits humains doit également les entendre pour voir s'ils ont un certain nombre d'informations qu'ils peuvent effectivement mettre à la disposition de la Commission nationale de droits humains, les auditionner au besoin pour pouvoir vraiment donner tous les éléments et que l'opinion soit édifiée par rapport à ce qui s'est réellement passé à Tamou. Moi je me dis que franchement, on ne peut pas occulter le débat, c'est clair, parce que en réalité, c'est le gouvernement lui-même qui a prêté le flanc. Je pense que la semaine passée, nous l'avons dit, lui il dit même que c'est devenu un serpent de mer. Parce qu'il y a eu quand même des maladresses, et ce sont ces maladresses-là qui conduisent à ces spéculations. Sinon, concrètement, moi je me dis que, quelque part, il faut attendre maintenant, puisqu'il y a deux camps. Le camp du gouvernement qui dit que voilà le chiffre que moi j'ai, et celui de la société civile qui dit qu'elle n'est pas d'accord, le chiffre-là est quand même au rabais. Donc maintenant, il faut attendre que la Commission nationale des droits de l'homme mène ses investigations et donne les conclusions. Je vois sur les réseaux sociaux certains dire d'aller même de faire appel à une enquête internationale. C'est une zone de guerre. Moi, je me demande quel est l'expert de l'ONU qui va aller, même sous grande escorte, celui qui va aller là-bas. Même la Commission des droits de l'homme, vous allez voir, il va falloir que l'État mette le maximum de moyens à sa disposition pour qu'elle puisse aller là-bas mener des investigations. Moi, je constate une seule chose. C'est que même sur le plan, sur l'essentiel, les Nigériens ne s'entendent pas. C'est-à-dire, même par rapport à notre sécurité, les gens sont là à fignoler. Il y en a qui cherchent à des marchés publics, il y en a qui veulent voler. Non, moi je me dis que sincèrement, au moins un peuple doit regarder au moins dans une même direction. En tout cas, la sécurité doit être une priorité. Et je suis désolé que les gens ne parlent pas des pauvres policiers qui ont été tués. Personne, même le ministre n'a pas parlé d'eux. Pourquoi? Mais c'est quand même suite à leur assassinat qu'il y a eu ces bombardements-là. Les gens, qu'est-ce qui se passe? On se focalise peut-être sur des terres. Et en plus, c'est que quand on va mener des investigations, il faut faire attention. Le problème, c'est que de plus en plus, les experts qui sont les spécialistes des terroristes là disent que leur péage contribue à financer le terrorisme. Ces gens qui sont sur les sites, apparemment, ils payent des dîmes. Moi, je suis de la zone. Si je paye ma dîme, je cultive mon champ. C'est parce que j'ai refusé le pays que j'ai quitté. Donc il faut faire attention. On va mener des investigations. Beaucoup vont se faire épingler. Hein.
Parce que le problème fondamental, c'est que, si vous voulez opérer, il faut payer des dîmes. Même les transporteurs, là, qui vont dans la zone sans être inquiétés, c'est parce qu'ils payent. Donc il faut faire extrêmement attention. Oui. C'est ce que nous dit un de nos téléspectateurs, ou auditeurs, je ne sais pas, en tout cas, il nous suit, M. Adamou Seyni, il dit un site est plus rentable, n'est plus rentable que lorsqu'il est illégal. Quand c'est illégal, tout le monde mange. La sécurité, les autorités, les amis politiques. Illégal, c'est un marché oui. Et vous voyez, regardez, personne ne fait du bruit. Les officiels, là, depuis la visite du ministre, plus personne ne parle. Parce que s'il faut investiguer, il faut savoir où vont les taxes que les gens payent. Si ces orpailleurs payent des dîmes, qui sont les propriétaires, qui sont les véritables propriétaires, qui exportent l'or à Dubaï, tout ça, il va falloir. Donc, quand la gendarmerie va s'y mettre sérieusement là, beaucoup vont se retrouver épinglés. Hein. Donc, moi, je pense que, sincèrement, il faut accepter les excuses du gouvernement. Éventuellement, le président de la République prend la parole, il dit que c'est une bavure, bon, on s'assume et puis on continue. Je vous assure que s'il faut mener des investigations sérieuses, même les autorités administratives là vont être épinglées. Parce que c'est du vol. Mais Naka, comme dit le... Naka. Oui, on a qu'à... Je vous dis, sincèrement. Parce que si tu ne payes pas de dîmes, tu es inquiété. Nous, ici, sur le plateau, on ne va pas être les complices quand même. On ne va pas être complices. De toute façon, c'est illégal. Parce que officiellement, c'est fermé par le ministère de l'économie. Et avec peut-être la négligence, j'allais dire, je ne dirais pas la complicité, la négligence des autorités locales, ils ont fermé les yeux parce qu'effectivement, tout le monde se retrouve. Puisqu'il y a eu un drame, il y a eu des opérations. Maintenant, effectivement, l'investigation, justement, l'investigation va démontrer, mais pourquoi un site qui a été officiellement fermé a fait l'objet d'une exploitation, peut-être au vu aussi des autorités locales. Est-ce qu'ils ont remonté l'information au niveau national? Qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite? Tout ça, là, on va savoir. Effectivement, comme vous avez dit... que pour les militaires, le site ne soit pas occupé par des employeurs. C'est même comme ça. Non, mais Bounty, je l'ai dit la dernière fois, mais officiellement pour l'armée, le site est fermé. Tout celui qui va se retrouver, justement, on peut être considéré à tort ou à raison comme un ennemi. Et mieux, c'est parce que le site, justement, est fermé, que les terroristes sont supposés aller, comment on appelle, cacher les armes et qu'ils ont été repérés, ils ont été frappés. C'est ça le véritable problème. C'est pour ça qu'il faut aller, il faut faire, moi, pour mon point de vue, c'est une très bonne chose. J'encourage la Commission nationale des droits humains à ne négliger aucun paramètre. Il faut prendre en compte tout, justement, pour situer les responsabilités à tous les niveaux sur la chaîne, justement pour voir qui a fait quoi et comment, qui a contribué à ce que ce drame-là arrive. Monsieur Hassan. Donc il n'y a pas de bavure. Monsieur Hassan, il dit balayer toutes les autorités, préfets, maires, ministres, pour prévenir tous ces genres de situations. Oui, mais puisque le raisonnement qu'on vient de faire sur le plateau, ça prouve que s'il n'y a pas eu de bavure, les gens, c'est des repères de terroristes, ils ont tiré, c'est des terroristes. Non. C'est ça qu'on a, tous les deux, on est, tous ici sur le plateau, on est comme différent du point de vue technico-militaire, du point de vue politique. Ceux qui ont donné l'ordre de faire la frappe doivent avoir toutes les informations. Non, moi, pour donner de frappe. Non, qui les donne les informations? Mais les informations sont parties du sol. Non, c'est ça que j'ai dit. Donc, quand on donne l'ordre de frapper dans une situation et qu'on n'a pas pris la précaution de se renseigner au maximum, là il y a un problème, même si c'est de bonne foi. Non, mais attendez, mais en fait c'est pourquoi quand on dit le gouvernement fait silence depuis que la... Parce que la bavure justement c'est l'acte qu'on commet, bon, pas intentionnellement, non, mais pensant pouvoir bien faire, et on... Non, mais attends, on dit que c'est... On se rend compte que bon, il y a eu quelque chose... On dit que c'est interdit, non, on dit que c'est une zone interdite, le site est interdit. Le site est fermé. Le site est fermé, il n'existe pas, n'est-ce pas? Donc aux yeux de la loi, il n'existe pas, aux yeux du gouvernement, il n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est fermé, oui. Donc ils ont fermé, donc il n'y a pas d'activité. Voilà, et qui va là-bas, donc on dit que c'est les terroristes qui on les a poursuivis, ils sont partis là-bas. Parce qu'il n'y a personne. C'est censé... Attends, non, finissons notre raisonnement ici. Oui. Je suis en train de montrer pourquoi en réalité le gouvernement ne se sent pas très concerné par ce qui est en train de se faire. Parce que lui, dans son entendement, il dit que le site est fermé. Et il a brandi une lettre de mars d'un de ses ministres, notamment celui du Mine, qui dit que le site est fermé. N'est-ce pas? Et dans les raisonnements qu'ils ont fait, ils ont dit les terroristes, quand ils ont frappé le matin, les pisteurs, les renseignements, quand ils ont attaqué, les renseignements ont dit qu'ils se sont dirigés sur ce site. Et voilà là où ils ont parti faire déposer les bulletins. Donc on a communiqué cette position géolocalisée à l'armée de l'air pour venir frapper. Donc le gouvernement, lui, il s'en tient à ça.
pour le moment, c'est pourquoi je dis, tant qu'il n'y aura pas la démonstration. Est-ce que cet argument-là tient? Parce qu'on vient de dire. Non, mais on a. Non, mais nous-mêmes, vous-même venez de dire en même temps. Oui. Et c'est ces mêmes autorités. Oui. Notamment préfet maire, c'est-à-dire qu'on a dépêché sur les lieux dans les premières heures, après les premières heures de l'attaque. Oui. Comment on appelle ça? C'est eux qui perçoivent les taxes. Mais le ministère, c'est lui qui distribue les parcelles. Mais c'est pourquoi on dit. Donc, c'est pourquoi j'ai dit. La sanction qu'on dit là, c'est toute la chaîne qu'il faut. Puisque le gouvernement peut dire, bon, lui il ne savait même pas. Maintenant qu'il sait, c'est à lui de balayer les gens. C'est peut-être le premier acte à faire pour montrer sa bonne foi dans ce dossier. C'est ça peut-être qu'on peut le condamner. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, parce que tout le monde, la police est là-bas sur le site, le préfet perçoit, tout le monde est là. Et quand on vient sur zone aussi, on constate qu'il y a quand même quelques centaines de personnes. Oui, et surtout qu'il y a eu celui de... Donc on ne peut pas dire que tout ça c'est des terroristes quand même. Hein? Non. Puisque si jamais il y a un camp comme ça, un site comme ça qui abrite 2000 ou 3000 terroristes, là c'est grave. Ouais, donc là c'est compliqué, les arguments, ouais, ça bon, moi de toute ma position, moi j'ai jamais dit que, moi j'ai toujours par les circonstances quand il y a des opérations, parce que malgré la fermeture du site, ça a continué à être exploité avec la négligence des autorités locales. Bon, intéressé. Voilà, intéressé, tout à fait. Négligence intéressée parce qu'ils perçoivent des trucs. Donc ça continue à faire. Puisque pour le gouvernement, le site est fermé, quand ils vont donner des informations, ils vont frapper. Parce que eux, peut-être c'est maintenant quand il y a eu frappe et qu'il y a eu de protestations, il y a d'autres personnes et qu'ils ont appris que peut-être le site est en train d'être exploité. C'est pour ça que moi j'ai parlé des dégâts collatéraux. Maintenant, quand l'enquête justement va se faire, ils vont justement situer cette responsabilité et du fait qu'on a fermé les yeux pour que l'activité continue à se faire sur un site qui a été fermé officiellement. Et là, justement, ceux qui sont veillés, ceux qui sont censés du moins veiller au respect de cette réglementation où on a fermé les sites-là, doivent aussi payer. Peut-être après le rapport de la commission, quand ils vont prendre en compte tous ces éléments-là, ces instances-là, les sanctions vont tomber. Peut-être que même au moment où ça a été pris, peut-être ce n'est pas les mêmes autorités, ainsi de suite, tout ça là, mais pour l'instant, puisque ça date d'un an, ce n'est pas le préfet de ça, il est là depuis combien de temps, ainsi de suite. Mais je pense que lorsque le rapport va mener toutes ces investigations pour voir tout ce qui s'est passé, comment est-ce que cette affaire est arrivée, ainsi de suite, tout ça, peut-être eux-mêmes les terroristes, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont là, avec qui, comme Bunt l'a dit, ils payent les dîmes pour rester. Ils ont voulu se fondre avec cette population qu'on appelle des orpailleurs clandestins, peut-être illégaux, peut-être on va dire, et ils ont profité, mais malheureusement, même s'ils ont été neutralisés, effectivement, il y a eu des dégâts collatéraux. Voilà. Il y a des non-dits. Les vendredis, ces gens-là, ils les sortent des trous pour leur faire, pour diriger la prière, pour les obliger à écouter des prêches. Oui. Pourquoi les gens ne se sont pas signalés aux autorités? Moi, en réalité, c'est le temps de réaction de l'armée de l'air que je condamne. Ça a mis du temps. Si on tient compte tactiquement de ce qui s'est passé, ces gens-là n'auraient même pas eu le temps de retourner. Parce qu'ils ont déposé leur moto à 1 ou à 2 km. Ils sont venus à pied. On sait que pour retourner et récupérer leur moto, il faut au minimum 24 minutes. Donc, pendant ces 24 minutes-là, les hélicos peuvent les intercepter. Et puis, voilà. Il n'y a pas d'hélicos sur zone. Il n'y a pas d'hélicos sur zone. L'hélico en décollant d'ici, mais moins de 20 minutes pour aller à les hélicos peuvent les intercepter. Parce que normalement, il y a un équipage, il y a des équipages qui sont tout le temps en alerte. Donc dès qu'il y a une attaque, et hier, vous avez suivi les Burkinabés, ils ont dit ils sont en train de commander du matériel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une attaque sur le territoire burkinabé, dans les 15 minutes, il faut que l'aviation intervienne. Donc, si vous attendez 4 heures, 7 heures de temps avant d'intervenir, nécessairement, il y aura quand même des dégâts qui ne sont pas... oui. Donc, en réalité, moi, c'est le temps de réaction de l'armée là que je trouve anormal. Voilà. Oui, mais quand on a suivi un peu les témoignages, quand la société civile a tel pays parti, ils ont témoigné, il y a des gens qui ont témoigné, les chefs d'équipe et tout. N'est-ce pas? Bon, ça donne déjà des pistes. Ce que je cherche, ça explique comment les choses se sont passées. Mais maintenant, je vais insister un peu. C'est-à-dire, quand on dit que le gouvernement n'est pas au courant de l'existence de ce site-là, mais le gouvernement est bel et bien au courant que ce site-là continue à fonctionner. C'est comme du côté du Diado. Ils sont tous au courant que ça fonctionne. Comment Congo fonctionne? Tous les sites d'orpaillage là fonctionnent. Comme ça arrange les gens. Mais maintenant, vouloir coûte que coûte montrer qu'effectivement c'est fermé, alors qu'il y a un préfet, il y a un
je sais pas moi, comment on l'appelle, les autorités communales qui sont là, les chefs coutumiers qui sont là, il y a la police, il y a tout. Et c'est un site où il y a une activité intense. Il y a toute une vie qui se mène sur ce site-là. Alors qu'on vienne vouloir incriminer pour dire non, mais on comprenne d'abord nos responsabilités. À commencer par ceux qui ont laissé que ça continue à tourner. On doit pouvoir faire ça. Mais vouloir jeter l'opprobre sur les miniers, sur les orpailleurs, moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Bunki qui dit que le temps de réaction, le temps. Parce que moi je ne peux pas comprendre que les gens puissent se déplacer, ils viennent, ils font les dégâts le matin. Et c'est aux alentours de 17h, 16h, 17h que l'intervention aérienne va intervenir. Et comment dire, il les frappe. C'est un peu ça qui pose problème dans l'esprit de beaucoup de Nigériens. Mais maintenant, comme il y a la Commission nationale des droits humains qui va mener ces investigations, tout ce que les gens souhaitent, c'est que ce soit des investigations vraiment indépendantes, n'est-ce pas? Que ça soit clair, que ça soit limpide et que les implications ou du moins les responsabilités puissent être situées. C'est à ça que les gens s'attendent véritablement aujourd'hui. Mais on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a eu moque d'homme. De manière peut-être involontaire, des gens ont été tués. Il faut qu'il y ait la clarification autour de tous ceux qui sont morts là. Même ceux qui sont ici à Niamey, ou du moins ceux qu'on a amenés pour les soins à Niamey. Il faut qu'on puisse dire exactement, ils sont qui exactement? Parce que quand on dit 20 sont libérés, ils sont retournés où? Les 20 blessés là, dont on a parlé. Alors qu'il y a une enquête qui est menée autour de ces personnes pour savoir exactement est-ce qu'ils appartiennent à des terroristes, c'est des terroristes présumés ou pas. Absolument. Tout ça, il faut faire la lumière autour de ça. Les Nigériens attendent de savoir exactement l'identité de ces personnes-là. Mais quand on laisse comme ça, on dit il faut tourner la page, moi je pense que ça veut dire qu'on n'est pas en train de lutter contre le terrorisme. C'est toute la zone, hein, toute la bande de la Berry là est aujourd'hui menacée. Ils ont une capacité de mobilité extraordinaire. Ces gens, ils sont vers Bani Bangou, ils remontent, ainsi de suite. Absolument. Maintenant, à partir du moment où on a des avions, moi sur ça, j'insiste, c'est qu'il faut que les moyens aériens puissent intervenir aussi rapidement. Parce qu'on dise qu'il y a eu attaque et puis après, 4 ou 2 heures, on dit, on a engagé les poursuites. Mais en temps, le monsieur qui est venu faire les dégâts, il est parti. Parce que s'il a 3 heures, 4 heures d'avance, je vois mal comment on peut le rattraper et le neutraliser. C'est au moment de l'attaque qu'il faut faire l'intervention. Tant qu'on ne fait pas ça, moi je dis quelque part, on va toujours s'attendre à des surprises. On ne peut pas éviter, dans une situation de guerre asymétrique, les attaques. Mais que les gens qui viennent faire les attaques là, qui parviennent à s'enfuir, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et surtout qu'on dise que la zone est totalement militarisée. Absolument. Toute la zone là est militarisée. Alors, il faut qu'on puisse savoir exactement comment les choses se sont passées. Voilà un peu le machin, l'attente de l'écrasante majorité des Nigériens. Oui, c'est juste c'est téléspectateur qui rajoute un peu à ce que tout le monde dit. Vous étiez en train de dire. Il dit effectivement, Abdraman, il y a des responsables qui ont des puits sur ce site, des très grosses pointures d'ailleurs. Leur position ne fait pas que on ne peut pas enquêter sur elle. Moi, je pense qu'il faut aller. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il s'agit d'abord d'une question de sécurité. Le problème fondamental, c'est que, je vous dis, hein, pour rester dans ces zones, il faut payer. Si vous ne payez pas, on vous tue ou on vous chasse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ceux-là qui sont à Niamey, qui ont des puits, apparemment, ils payent des dîmes aux terroristes. Ça veut dire que d'une manière directe ou indirecte, ils sont en train de financer. Moi, je pense qu'il faut que l'enquête de gendarmerie s'étende à tout le monde, à tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire-là. Avant même l'enquête de la Commission des droits de l'homme, il faut que l'enquête de gendarmerie se poursuive pour situer les responsabilités des uns et des autres. Quelle que soit la pointure, quand il s'agit de questions de sécurité, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la sécurité collective. Moi, je me dis, en tout cas, le président de la République doit prendre ses... Même si c'est des ministres de son gouvernement, il faut le faire partir. Et les mettre à la disposition du... Il faut payer. Et le problème fondamental, c'est que les terroristes sont mieux renseignés que nous. Je vous dis, ils sont mieux renseignés que nous. Souvent, pendant même que les réunions officielles se tiennent, ils sont au courant. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils viennent dans les villages pour tuer les gens qui informent les forces de défense et de sécurité. Donc moi, je me dis que qui leur donne l'information?
qui donne l'information. Parce que ça veut dire que ce n'est pas au niveau du premier échelon que ces gens-là ont le renseignement. Comment oui, cette intervention, oui, sans vous couper. Voilà. Jibril Ablaye, qui vient à l'instant nous écrire, il dit: je confirme les propos de Bounty Diallo. J'ai discuté avec quelqu'un qui connaît très bien le site et qui part régulièrement là-bas pour chercher de l'or, donc pour la recherche de l'or. Il dit que les terroristes ont l'habitude effectivement de venir sur le site. Ils font des prêches, prélèvent la zakat et interdisent aux gens de fumer la cigarette. Ensuite, ils continuent leur chemin. Voilà, donc voilà pourquoi tout à l'heure je disais qu'en réalité, si le gouvernement a mené l'opération, parce que pour lui, comme on l'a dit, jusqu'à preuve de contraire, c'est un site illégal. Et que c'est un terreau des terroristes qu'ils ont pistés et qui effectivement ils sont partis sur le site. Donc pour l'instant, le gouvernement a mené, puisque l'article 12 de la Constitution quand même dit que toute personne a droit à la sécurité et qu'il doit accéder à ça dans les conditions définies par la loi. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où le site est illégal, on ne doit pas laisser les gens faire des activités jusqu'à ce que les terroristes profitent, comme il a dit, d'une manière ou d'une autre. Il y a financement du terrorisme. Les gens font une activité de laquelle ils prélèvent justement, ils gagnent des ressources et qu'ils payent à ces terroristes-là. Donc je pense que pour moi, puisque cette affaire est arrivée, il faut mener l'enquête. Pour la simple et bonne raison, pour savoir d'abord ceux qui... Bon, les gens peuvent avoir des périmètres où ils peuvent exploiter. Est-ce qu'ils ont continué justement à exploiter, sachant que légalement c'est fermé? Ils ont continué à sous-traiter, peut-être avec d'autres personnes qui leur versent également des choses. Et en même temps, on verse une partie aux terroristes qui viennent prêcher, comme Bounty l'a dit, qui vient d'être confirmé sur le terrain. Donc c'est un terrain du moins où les terroristes font des activités. Mais qu'est-ce que les gens veulent il faut que le gouvernement intervienne. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une bavure. C'est des dégâts collatéraux qu'il y a eu, justement, où il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, qui font des activités peut-être illégales, clandestinement, puisque c'est fermé, et malheureusement, qui ont subi les conséquences de cette opération. L'enquête est nécessaire à ce stade-là pour qu'on puisse savoir ce qui est en train de se faire et que le gouvernement prenne une décision définitive. S'il faut faire en sorte que les militaires investissent le site pour l'instant, puisque pour veiller à la fermeture et ne pas permettre à ces terroristes-là de vouloir profiter justement de l'activité que mènent les orpailleurs. Non, c'est bon. On a vu dans certaines interventions, enfin ça c'est sur les réseaux sociaux, donc on ne peut pas accorder autant de crédit à ça, mais c'est des vidéos où déjà apparaissent, qu'on peut reconnaître, qu'on peut identifier, tout qui parlent, qui disent que eux, par contre, je ne sais pas si vous l'avez suivi, ils n'ont jamais rencontré des terroristes, ils n'ont jamais vu de terroristes sur le site, ils n'ont jamais vu d'armes, des gens qui portent des armes aux alentours, sur le site ou aux alentours des sites, en dehors des militaires qui viennent là-bas ou des éléments de police ou de gendarmerie qui viennent là-bas. Donc c'est des opérateurs qui sont sur place, qui tiennent ces propos. La confusion est quand même totale. Il faut la relever, Hussein. Oui, mais autrement, moi, je ne veux pas me focaliser sur ce site uniquement. Ces gens-là qui font ces actes, qui posent ces actes, ces terroristes-là, ils vont dans les villages, ils font des pêches, ils interdisent certaines choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas que sur le site, un peu partout dans la zone là, vers Torodi et tout, je colle pas sous le contrôle de Dr Bounty. Même les gens qui transportent les camionneurs aujourd'hui, ils sont obligés de prendre de l'argent avec leur patron. Quand ils viennent à certains endroits, on les intercepte, ils payent avant de pouvoir conduire. Alors, qu'on dise, voilà, on fait la focalisation juste sur le site parce qu'il y a un... c'est le site qu'il s'agit pour non, mais c'est que c'est un phénomène qui est là, qui s'est enraciné, qui est là. Ils sont tous au courant. Il y a des gens, moi j'ai dit, à quelques 15 km ici de Niamey, sur la route de Karigourou, qui ont été chassés de leur village dans la zone de Torodi. Ça fait pratiquement plus de 8 mois qu'ils sont là. Ils n'ont pas pu cultiver cette année. Ils sont venus juste après le début du mois de juin là. Ils sont venus, ils sont là à une planter, j'ai oublié le nom du village. Il y a tellement de villages comme ça où ils viennent. Ils peuvent passer une demi-journée. Et c'est ça qui pose un peu aussi la difficulté. Quand on pose le problème sous l'angle, les populations ne collaborent pas. Moi j'ai dit quelque part, quand vous discutez avec eux, ils vous disent mais il suffit que vous puissiez vous discuter un peu avec les autorités, vous devenez une cible. Dans les heures, les minutes qui suivent, parce que vous avez informé, ils peuvent venir vous tuer. Et publiquement, en plein jour. Non, je suis en train de dire, la chose suivante, c'est qu'il faut créer les conditions pour que, dès qu'il y a l'information, qu'il y ait une intervention. Parce qu'ils se regroupent.
Le plus souvent, quand ceux qui sont... Ils se regroupent, on les voit. D'abord, c'est une zone où on a interdit la circulation de motos. Comment peut-on admettre que des gens viennent à 100? Parce que les populations locales, eux, ils ne peuvent plus utiliser... Et arriver à 15 km de Niamey, quand même, à partir de la frontière burkinabé ou malienne, c'est quand même assez loin de la frontière. C'est quand même assez loin à l'intérieur à l'intérieur quand même. C'est carrément Niamey. C'est carrément Niamey. Non, vous savez, il ne faut pas jeter l'anathème sur la FDS d'une manière générale. Le problème, c'est quoi? J'arrive. Eux-mêmes, ils ont compris, ils ne font plus le système de razzia qu'ils font. Ils venaient à 100, 150. Ils ne le font plus. Avant-hier, à Takanamat, avant-hier, par exemple, ou la semaine dernière à Takanamat, ils étaient effectivement là, ils ont rôdé autour. Et Takanamat, c'est dans quelle la région de Tawa. Mais ils évitent de se regrouper. Ils envoient 2 éclaireurs, et les 2 éclaireurs qui viennent prêcher dans le village, ils font le summum ils sermontent les gens et ils fixent la dîme sur chaque individu et ils disent tel jour ils vont venir chercher. Mais comment voulez-vous? Je suis d'accord que peut-être nous on n'est pas dans cette situation, c'est pourquoi on ne se rend pas compte réellement de la peur que quelqu'un peut avoir. Mais comment voulez-vous qu'on vous réunit, on réunit des individus, 50 ou 70 personnes, des adultes, et 2 personnes sur une moto avec des clashs, ils viennent dire il faut que vous donnez temps et on va revenir temps. Et puis elles partent tranquillement. Il y a ça aussi, parce que quand même il faut qu'on ait le courage aussi de les affronter. Bien sûr. Il faut qu'on les... Il ne faut pas toujours, dès qu'il y a 2 personnes qui viennent, on appelle les FDS. Mais les FDS aussi, c'est des humains comme nous. Ils ne peuvent pas venir pour affronter, c'est vrai que c'est leur travail. Mais quand même, il faut aussi les aider dans l'accomplissement de leur travail. Pour 2 personnes, s'il y a 100 personnes, quand même, elles peuvent 10 personnes contre 2 personnes, même si elles sont armées d'un Kalachnikov, peut-être la distance, le recul que les gars vont prendre pour tirer, vous pouvez l'envahir. Il y a quelques cas. Il y a quelques cas. Voilà, il faut qu'on... Ils ont fait ça. Voilà. Exactement. Ils ont même pris les trucs. Voilà, c'est ça. Récemment, à côté, il y a eu le même cas. Dans le marché. C'était 2. Il a fallu que FDS vienne pour les... Or, c'est un marché quand même. Il y a tous ces braves, tout le monde... Non, il faut que les gens eux-mêmes, il faut que nous tous... Bon, même si dans le marché de Gauthier, c'est les populations qui les ont identifiés. Oui, mais... Ils ont dénoncé au FDS qui étaient présents. Vous les prenez. Qui les ont pris. Non, vous les prenez vous-même, vous n'avez pas besoin d'FDS, ils sont 2. Et dans un marché, eux-mêmes, ils se cherchent. Vous les prenez. Donnez-les, il faut que les gens aident aussi la FDS à accomplir réellement la mission. Mais sinon, si on doit attendre toujours pour dire il faut que les avions de corps pour venir nous secourir par rapport aux 2 terroristes qui sont sur une moto, il y a un problème. Là, c'est un cas à part. Non, il y a plusieurs cas. Le plus souvent, c'est... Moi, j'ai vu des vidéos où on a égorgé, des gens ont été égorgés. Ils étaient à 50, 60 assises. Il y a 2 personnes qui ont prêché. 2. C'est une moto. Elles ont fini, elles sont parties. Je crois que j'ai vu. C'est plus complexe que ça là. C'est lui qui a été égorgé. Voilà, c'est plus complexe. C'est que les 2 là rentrent dans le village, mais le groupe n'est pas loin. Oui, il faut pas. Non, il faut comprendre un peu la manière dont ces gens agissent. Ceux d'Al-Qaïda et autres là, eux, ils agissent par petits groupes. Mais l'État islamique attaque même les forces de l'ordre par dizaines et par centaines. Il faut faire très attention. Donc il y a 2 groupes. Et maintenant, en dehors de ces 2 groupes, vous avez des bandits qui sont issus de la zone, qui eux profitent de la station. Voilà. Donc, il est très difficile pour les populations d'intervenir. Parce que le problème, c'est que vous allez tuer ces 2-là. Quelques minutes après, c'est tout le village qui va être décimé. Pourquoi? Parce que le groupe, en réalité, ces 2 appartiennent à un groupe qui est à l'affût, qui attend qu'il y ait des réactions pour intervenir. Moi, je me dis, il y a une solution. Regardez, j'arrive. Dans tous les cas, ces éléments-là, moi, je suis de la zone, j'ai mon champ là, je connais la zone, je cause avec les gens. Tu n'es pas mieux informé que moi. Tu n'es pas mieux informé que moi. J'espère que tu ne peux pas la dîme aussi. Non, c'est pourquoi je n'ai pas tout fait. J'ai abandonné mon champ parce que je ne fais pas de dîme. Non, il faut faire extrêmement attention. Moi, je me dis que, regardez, les gens qui ciblent le plus souvent, c'est les chefs traditionnels, c'est les grands marabouts. Les chefs traditionnels qui ont tous des l'État peut au moins, les chefs de village ont de tous. Même si on ne met pas sur pied un corps de volontaires, on peut au moins permettre aux palefreniers des chefs là de suivre une formation militaire afin d'avoir des armes. Les grands marabouts, oui, on peut les armer. Et faire en sorte que maintenant, quand les gens vont venir dans les villages, en tout cas, s'ils sont à 2 ou à 3, qu'il puisse y avoir affrontement et éventuellement peut-être le temps
d'affronter ces gens le temps que mais là, sauf ce que vous dites là, si déjà les autres sont embusqués hors du non, village, quand ils vont entendre le crépitement des armes, non, mais ils sont... c'est que le plus souvent c'est ça le problème. Non, les forces de l'ordre sont dans la zone, mais le problème c'est que les forces de l'ordre ne sont pas directement dans les villages. Maintenant, s'il y a affrontement, si dans les 30 minutes les forces de l'ordre peuvent intervenir pour aider ceux qui affrontent ça peut aller. Moi je suis pour qu'on arme les palefrinés des chefs traditionnels et éventuellement les grands talibés qui sont avec les grands. Parce que ce sont eux les principaux. Les populations là, dès que vous payez, on ne s'occupe plus de vous, vous coupez votre pantalon, vous laissez pousser la barbe, terminé. Mais ils ciblent les grands marabouts et les chefs traditionnels. L'État peut armer ces gens. Le débat continue. Ce monsieur, il dit bonjour, c'est pour avoir dénoncé ce retard de réaction ou de non-réaction de FDS en temps réel que le gouverneur Issa Lamine a perdu son poste. C'est pour dire en effet que, bon, docteur Bunta a raison, c'est monsieur Malam Kime Meina et Atawa, depuis Tawa. Non, vous savez, le problème, c'est qu'on a fait un lavage de cerveau à nos populations et parfois même nos gouvernants sont victimes de ça. Dès qu'on dit IGS, quand même, ça peut être IGS ou tout ce que vous voulez, mais nous avons aussi des gens qui sont formés pour ça. Il faut les affronter partout. On les a affrontés. Mais pourquoi c'est symptomatique quoi. Dès qu'on dit que c'est l'IGS, chacun se cherche, même les FDS parfois, il faut qu'on évite ça. C'est-à-dire, c'est juste une question de courage. Nous sommes chez nous. Nous n'avons pas autre endroit où y aller. Et nous avons, la plupart des gens qui sont des FDS, ils ont la formation pour affronter n'importe quelle situation. Même si on va dire, maintenant on a fait des recrutements, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, ils ont les BABA pour affronter n'importe quelle situation. Ils savent comment affronter un ennemi. Donc, tout je dis, il ne faut pas que ça soit uniquement le FDS. Il faut que ça soit... Au Burkina, ils sont en train de faire les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, ils sont à 50 000, ils veulent recruter pour les 50 000. Parce qu'il faut quand même... Les FDS, leur limite est en train d'être atteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la collaboration. Ceux qui ont collaboré ont été tués, donc du coup, tout le monde s'est rétracté à peur. Mais il faut qu'on dépasse, qu'on transcende la peur. Parce que de toute façon, il y a une seule mort. Monsieur, il nous donne un peu plus d'explications. C'est monsieur Yakouba. Il nous écrit depuis Niamey, quartier Talaye 4e arrondissement, communal de Niamey. Les départements du Saï, en l'occurrence Tamou et Torodi, sont sous l'influence du groupe terroriste Jinim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est un groupe qui a la technique de l'utilisation des engins explosifs improvisés utilisés contre les patrouilles de FDS. Ils ont cette technique parce que dans la recherche de l'or, on est obligé parfois d'utiliser les dynamites pour exploser les blocs de béton. Ils brûlent les camions de bois car les camionneurs détruisent leurs cachettes. Donc en prenant du bois, ils détruisent leurs cachettes. Et ce sont eux qui brûlent les écoles et en plus, ils tuent les informateurs des FDS. Souvent, ils sont enlevés avant d'être tués ou ils sont tués directement. Ils prêchent et imposent la barbe aux hommes et les voiles aux femmes. Mais c'est ce qu'on a décrit. Non, véritablement, en fait, quand on pose le problème, moi, j'ai discuté avec des gens qui ont été victimes de ça, des transporteurs et tout, qui prennent l'axe, que ce soit Kantiari, que ce soit Dori, et qui ne le cachent même pas. Ils sont là, vous ne savez même pas à quel moment ils vont sortir, ou les gens qui vont prendre les véhicules. C'est des gens qui sont là, ils ont mille manières d'intervenir, d'opérer. Il ne faut pas penser, mais ce qu'on dit de manière générale, on dit la collaboration, comme dit Tradam, ou comment vais-je dire, l'organisation au niveau d'une communauté pour pouvoir se défendre. Mais les gens ont tenté dans un premier temps. Mais on ne peut pas, quand même, les comités d'autodéfense là. Bien avant, dans la zone de Walam, je me rappelle, il y a des villages où on a mis des comités d'autodéfense. Il n'y avait même pas encore l'avènement de ce phénomène-là. C'était les trucs de razzia où les gens venaient de vers le Mali, ils prenaient les animaux. Mais après, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. On vient, on a récupéré, on a pris des gens, on a jeté en prison. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui peut parler de ça. Il est mieux placé que moi pour parler, peut-être vous le connaissez. Il y a eu ce problème-là. Et après, on a des... Dans la région de Walam. Dans la région de Walam, un peu partout vers Balibango jusqu'à... Mais ça a cassé.
Mais aujourd'hui, on peut bien réorganiser. Les gens, c'est quoi leur force? C'est les armes qu'ils portent, non? Mais vous n'avez pas, même à main nue, qu'est-ce qu'on peut face à des gens? Et comme l'a dit Bounti, c'est qu'ils envoient des éclaireurs qui viennent dans les villages, mais il ne faut pas penser que c'est deux seulement. Les autres sont en comment dirais-je? En embuscade. Il y a un qui m'a raconté, il revenait, c'était un convoi de véhicules. Ils sont allés prendre des véhicules à Lomé, un jeune frère là. Mais s'ils étaient 5, il y avait même des camions. Les camions, ils ont coûté, comment ça s'appelle, Fada. Fada, il venait et lui, ils l'ont dévancé, les autres l'ont dévancé. Et il voyait les véhicules s'arrêter, s'agglutiner. Lui, il venait, il ne savait pas. Pour lui, il y a eu un accident ou quelque chose comme ça. On les a fait descendre, on est parti, on les a fait subir, comment dirais-je, une sensibilisation. On a pris de l'argent et tout, et on les a libérés. Et ils sont là, ils disent, souvent, les populations, ils menacent les populations locales. Maintenant, on ne peut pas dire que les FDS peuvent être partout à chaque instant, surtout que dans cette zone-là, c'est surtout pas les affrontements directs, c'est des questions de mines, engins explosifs improvisés. C'est ça, surtout la crainte, la hantise des gens, y compris les paysans. On finit avec ce sous-thème en prenant deux interventions. La première, on revient donc sur le site et sur le drame de Tamou. Monsieur Soumane Idé, il nous dit ce qu'on ne comprend pas. L'État a placé des forces de sécurité, notamment police et garde nationale, sur le site après sa fermeture. Pourtant, l'exploitation clandestine a continué. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Bounti l'a dit, mais tout le monde trouve son compte. Parce que le problème, l'État a officiellement fermé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand l'État place les forces de l'ordre pour le truc de contrôle, mais les gens prennent de l'argent, mais est-ce que c'est ce que l'État leur a dit? Mais c'est ça le véritable problème. Chacun trouve son compte, même si c'est fermé, c'est une activité lucrative, les gens gagnent de l'argent, mais eux, ça fait leur compte. C'est pour ça qu'il faut mener l'enquête pour voir tous ceux qui ont, en tout cas, une responsabilité à un niveau ou à un autre dans ce qui s'est passé, qu'ils puissent être sanctionnés, le principe de l'imputabilité. C'est très clair. Justement, quelqu'un a dit qu'il y a pratiquement tout le monde, c'est une vraie mafia. Toutes les forces sont représentées et quelqu'un m'a même dit, voilà le montant qu'on donne à telle force, voilà telle force. Oui, par jour, les camions, voilà ce qu'on paye, voilà ce qu'on paye, voilà ce qu'on paye, tout ça là. Justement, c'est ça qui est en train. C'est Dubaï, voilà. D'où la question, et on finit avec ça, d'où la question de M. Abbas. Pensez-vous vraiment que si les propriétaires des puits sont démasqués, ils seront sanctionnés? Pourquoi pas? Il y a eu mort. Mais c'est clair. Moi, je pense que c'est... Non seulement il y a mort d'homme, il y a aussi complicité du financement du terrorisme. Oui. Et là, maintenant, si l'État refuse d'intervenir, c'est la communauté internationale qui va s'y mettre. Clair. Dès qu'il s'agit de financement du terrorisme... S'ils savent là, n'ont qu'à dénoncer. Franchement, il n'y a pas de... Le problème, le gouvernement officiellement fermé. Mais ce n'est pas les représentants du gouvernement qui sont là, à qui on donne de l'argent. Mais non, quand je veux dire, parce que l'autorité, la force publique, c'est ça qui représente localement, sur place. À partir du moment, ils doivent pouvoir dire aux gens qui sont sur les sites de fermer, de s'en aller, de s'en aller. Mais quand l'État ne peut pas être au courant... Non, mais vous me surprenez aussi. L'État peut ne pas être au courant. Parce que quand ils prennent l'argent là, comme c'est fermé, ils ne versent pas ça dans la caisse de l'État. Il n'y a pas de reçu qu'ils versent. Ils mettent ça dans leur poche. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en infraction, vous circulez. Normalement, quand l'agent de police doit vous verbaliser, c'est un procès verbal, il y a une quittance. Mais quand vous n'avez pas, vous donnez... Mais sauf que, docteur, les dépositaires, le titre de l'État, c'est des hommes, c'est des personnes. Non, je sais, c'est pour vous dire. Ces personnes-là sont au courant. Non, je suis d'accord. En général, quand c'est juteux, comme dirait l'autre, les affectations même se font en tenant compte de ça. Et en tenant compte des ristournes que vous renvoyez également. Mais justement, mais dans le cas de... Vous savez, docteur, parce que ça aussi c'est une question peut-être banale, mais assez importante. Quand le ministre de l'Intérieur s'est déplacé là-bas, on l'a tous vu, vous l'avez relevé, il a trouvé des gens là-bas. Mais la question n'était pas de savoir qu'est-ce que vous faites ici, alors que c'est fermé. Non, ces gens-là, le ministre de l'Intérieur les a trouvés là-bas et les a laissés là-bas. Ça veut dire que c'est tout à fait normal. Non, moi je pense que moi là n'est pas le problème. Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Non, il les a trouvés là-bas. À partir du moment où on a même mobilisé certains la nuit du bombardement, et il les a laissés là-bas sans que rien ne se fasse. Parce que normalement, il devait y avoir des mesures conservatoires. Rien que pour ça, on dit bon,
On ferme, on met un dispositif. Non, c'est déjà fermé. C'est-à-dire qu'on réitère la fermeture. C'est pas fermé. Mais puisque dans les faits, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Bon, ça, c'est les faits. Mais officiellement, légalement, c'est fermé. Oui. Mais même légalement, là, c'est les faits quand même qui vont corroborer. Vrai ou faux? Non, c'est le papier, mais aujourd'hui... Non, attends, regarde s'il te plaît, docteur. Quand on va faire l'enquête là, on va demander la situation du site là. Voilà, il y a un papier où le site déjà s'est fermé. C'est que tous ceux qui se retrouvent menés pour une activité, ils ont mené une activité sur un site qui est déjà illégal, c'est fermé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, mais dans ce cas, si tu es mort sur un site fermé, tu es mort dans le vide. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de... Si on va sur son... Non, mais bien sûr. Là, non. Mais bien sûr, Donc, non, voilà. on ne peut Mais pas... dans ce cas, pourquoi on cherche à faire une enquête vous sur quelque chose qui est fermé? On n'a pas à faire une enquête dans ce cas. Non, on doit faire l'enquête pour mener comment on appelle, pour situer les responsabilités. Exactement, le nombre de morts et tout ce qui s'ensuit. Mais, puisque on dit nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Oui. Comme tu le dis, Oui. comme vous le dites si Oui. bien. Si c'est fermé, tout le monde sait que c'est fermé. Tu es venu, on est venu, on t'a bombardé. Non, attends. Apparemment, tout le monde ne sait pas que c'est. Mais non, mais et ils disent, dans l'absolu, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, on dit. On t'applique, tu sais ou tu ne sais pas, on t'applique. On dit c'est fermé, c'est fermé. Il y a un acte qui le dit, un acte officiel qui le dit. Donc, il n'y a personne, il ne devait plus y avoir personne là-bas. Donc, quand sur un axe, sur un site qui est fermé, il y a des activités, l'État ne les reconnaît pas. N'est-ce pas? L'État ne les reconnaît pas. Donc, si l'État décide à agir, parce qu'il y a des gens qui ont fui pour venir ici, sur ce site, et qu'il les a bombardés, ça veut dire que pour l'État, c'est comme ça, ça n'a pas existé, ceci n'a pas existé. Lui, il a vu les terroristes, il les a tués, c'est tout. Et toi, tu viens de confirmer. Tu dis que la position du gouvernement s'explique par le fait qu'effectivement, c'était un site qui a été fermé et que le gouvernement a agi. Toi, tu l'as dit. Mais voilà, mais donc ne lui demandez pas l'enquête dans ce cas. Oui, non. Pour l'instant, non. Oui. Non, l'enquête en réalité. La Commission nationale des droits de l'homme. Non, moi je dis par rapport à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est. Est-ce qu'on peut les sanctionner? Voilà, bien les sanctionner. Comment tu vas les sanctionner? La Commission nationale des droits de l'homme. Oui, si les enquêtes permettent de découvrir qui sont en réalité les propriétaires de ces parcelles là-bas et qui ont continué à employer des orpailleurs sur ce site-là, en sachant pertinemment qu'il est fermé. Vous savez, non, l'enquête elle est importante parce que elle va situer les négligences et les complicités pour les trucs d'assassinat. La Commission nationale de droits de l'homme. Aujourd'hui, pour mener bien l'enquête, il aurait fallu prendre des mesures conservatoires, comme vous le dites. Tous ceux qui sont de près ou de loin. Non, on est déjà, le préfet, tout le monde devait être relevé. Moi, je pense que déjà, quand l'enquête va commencer et qu'on va voir que vraiment la cause déterminante, c'est parce que les gens ont fermé les yeux, parce qu'ils se retrouvent. La Commission nationale des droits de l'homme et l'institution constitutionnelle des droits humains, justement, et l'institution constitutionnelle qui doit veiller à la protection et l'effectivité des droits qui sont consacrés dans la Constitution, dont le droit à la vie. Il y a eu des morts, il y a eu 150 morts, il y a eu des morts. Mais il faut qu'elle enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais quelque part, justement, l'État peut bénéficier de circonstances atténuantes dans le cadre de l'opération qui a été menée, puisque c'est un site qui est censé être illégal. Et les gens ont mené des opérations. Tout le monde a reconnu que les terroristes font des activités et que l'information qui a été donnée avec les images, c'est qu'ils ont pris les armes pour partir cachés sous le hangar. Et pour vous, ces responsabilités-là que les gens imputent aujourd'hui à l'État peuvent être imputées à des tierces, au cas où l'enquête déterminerait que... non, c'est-à-dire que les tierces, oui, mais ceux qui opèrent sur le site illégal ont aussi leur part de responsabilité. Oui. Parce que l'État peut bénéficier des circonstances comme ça. Maintenant, l'autre chose, les autorités locales qui sont sur le terrain, qui sont censées veiller au respect de cette interdiction, qui ont fermé les yeux, qui continuent à faire aussi leur part de responsabilité. Si eux, ils ont donné suite à l'interdiction officielle du ministère, ce que peut-être l'activité n'allait pas continuer jusqu'à ce que les terroristes profitent qu'il y ait mort d'homme. Donc c'est pour ça, moi à mon avis, c'est important de mener l'enquête. Donc finalement, en fait, vous êtes en train de dire la même chose. Non, on dit non, moi j'ai toujours dit ça, il faut le faire, mais depuis la semaine passée, j'ai dit quelque part, si les autorités locales, communales, savent que légalement, voilà la décision qu'on leur a notifiée que ce site est fermé, mais leur rôle, c'est de veiller au respect des lois et règlements de la République. Ils doivent le faire, ils ne l'ont pas fait. Il y a une faute. Voilà. Merci. Le débat continue, mais pas plus d'aujourd'hui. Ce débat est fermé. Nous attaquons le second, par contre, le deuxième sous-thème de Presse Plus, qui est relatif à la gouvernance, la gestion du pouvoir de la Renaissance. Deuxième sous-thème, résumé ici par Boubacar Amadou. La Renaissance, une gouvernance indécente.
Le système de la Renaissance a le don extraordinaire de se servir d'abord avant de servir. Avantages et privilèges pour le personnel politique et rien pour le plus grand nombre. Pendant que les salaires n'ont pas augmenté alors que le SMIC est à 30 000 francs CFA, pendant que l'école, la santé et le monde rural souffrent de sous-financement, le personnel politique, lui, pense à son bien-être et s'offre avantages, profits et privilèges à tout bout de champ. À la manœuvre, le pouvoir de la Renaissance. 1. Des avantages et privilèges des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État aient déjà été révisés à la hausse. 2. L'on s'apprête à augmenter les indemnités des députés qui bénéficient déjà d'un régime de retraite. 3. Voilà qu'un décret dit d'appui aux anciens premiers ministres est pris pour instituer des avantages et privilèges en leur faveur. Qu'est-ce qui signifie toutes ces dépenses? C'est quoi le projet, comme dirait l'autre? À suivre tout de suite le débat. Ce qui a levé le lièvre, c'est en plus donc des indemnités avantages accordés aux députés qui ont été revus à la hausse récemment, même si le texte n'a pas encore été validé. Et voilà que apparaît un décret relatif au dispositif d'appui aux anciens premiers ministres, donc qui accorde des émoluments d'environ 2 millions de francs CFA, si je ne m'abuse, chaque mois donc aux anciens premiers ministres, et ce depuis apparemment le début de l'ère démocratique jusqu'à nos jours, et ce pendant 10 ans après que le concerné ait quitté sa fonction après seulement 1 an de fonction. L'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur, dans sa parution du 7 novembre, titre « Indemnité à avantage des députés », ça c'est en ce qui concerne les députés, la partie n'est pas encore gagnée. Indemnité à avantage des députés, la partie n'est pas encore gagnée. Vous vous rappelez, on a évoqué ces indemnités à avantage des députés il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, ou la semaine passée. Et puis l'enquêteur, toujours cette fois dans sa parution du 9 novembre, a titré « Décret relatif au dispositif d'appui aux anciens premiers ministres, nausée et révolte ». Décret relatif au dispositif d'appui aux anciens premiers ministres, nausée et révolte. Alors, on l'a vu la semaine passée, je rappelle, les députés, c'est 1 650 000 francs CFA, je crois. En tout cas, soit un peu moins ou un peu plus. En tout cas, 1 600 000 environ par mois des indemnités. L'avantage, ça, on parle du député simple. On ne parle pas de ceux qui ont des responsabilités, notamment les présidents de commission, les présidents de groupe parlementaire, les membres du bureau. Et on ne parle pas aussi de le rapporteur, on ne parle pas de leur mission aussi parlementaire qu'ils peuvent mener. Et là, ce décret relatif au dispositif d'appui aux anciens premiers ministres a été récemment signé à la fin du mois de septembre, si je m'abuse, par le président de la République. Et il accorde environ 2 millions de francs CFA avec du personnel de maison aux anciens premiers ministres, et ce pendant 10 ans après 1 an de fonction. Et bon, mais autrement, on est dans un pays quand même singulier, quoi, le Niger. Vraiment, un pays, c'est le paradoxe. Et quand on regarde un peu tout ce qui est en train de se passer, ces augmentations, ces révisions de taxes à avantage, à des personnalités politiques dont on se pose bien des questions, est-ce qu'ils œuvrent pour sortir le pays de la misère, des populations, ils sont là pour l'intérêt des populations, ou ils sont là pour leurs propres intérêts? C'est la question qu'il faut se poser. On est dans un contexte très difficile où les populations de plus en plus sont confrontées à une cherté de la vie. Et liées souvent à des nouvelles mesures fiscales impopulaires qu'on leur impose, à des mesures pour pouvoir renflouer les caisses de l'État, comme cette histoire de carburant, de gasoil de 130 francs CFA. Ça n'a pas, outre mesure, ça n'a pas choqué parce qu'eux, ils ne sont pas concernés directement par le quotidien de ce que nous autres nous vivons. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Et quelque part, pour eux, il faut supporter. Mais en même temps qu'on demande aux citoyens de supporter, en même temps, eux, on constate que c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Et alors qu'ils sont déjà dans des conditions de vie, en tout cas, qui sont loin d'être, comment vais-je dire, en tout cas qu'on peut considérer que non, il faut qu'on arrête.
Il faut vraiment qu'on arrête. On voit l'école, comment ça fonctionne, on voit la santé, ça dysfonctionne. Pratiquement, il n'y a rien, absolument rien. Même le quotidien des populations aujourd'hui, c'est compliqué. Et qu'on dise que l'élite politique se permette ces choses-là. Moi, je dis quelque part, c'est indécent. C'est indécent et ça pose véritablement le problème. Est-ce que les gens font de la politique dans ce pays parce qu'ils ont des idéaux, ils ont des convictions, ils ont des projets de société pour pouvoir sortir le bas peuple de la misère? On a l'impression que les gens font de la politique pour accéder à des postes de responsabilité, des postes stratégiques et pouvoir s'enrichir des postes jutés. Merci pour l'expression. Pour pouvoir se réaliser et faire, comment dire... L'auteur de cette expression était député. Il faut le rappeler, il était député quand il a proposé ça. Mais dans tous les cas, moi je me dis quelque part, parce que c'est ça... Donc il sait de quoi il parle en fait, c'est ça que je voudrais dire. Dans le même temps, quand on voit un peu les salaires n'ont pas connu une augmentation, dans le même temps, on voit des syndicats souvent s'élever pour demander à ce qu'on rehausse un peu des indemnités où les trucs d'avancement, je parle sous le contrôle de docteurs à l'université, où ils sont confrontés à ces situations-là où les frais de recherche et autres frais ne sont pas versés. Mais de l'autre côté, on trouve que c'est tout à fait normal d'augmenter pour des gens dont se pose vraiment la question, est-ce qu'ils font convenablement même leur travail? Voilà, ça frustre un peu les citoyens. Les gens ont l'impression que la démocratie se résume à ça. Ce n'est pas une démocratie où, bon, on essaie de créer les conditions pour qu'il y ait une émergence. En tout cas, les gens puissent, au niveau de la base, les conditions puissent s'améliorer. Le député, en principe, ça travaille avant d'être député, ou même au moment où on est député. Le député, c'est pas un travail. Parce que c'est pas un travail, c'est une mission, c'est un mandat. C'est un mandat. Alors, mais vous voyez... Parce qu'ailleurs, on ne paye pas les députés. Les députés n'ont pas de... Mais alors, sans compter qu'on s'est arrangé même pour leur donner des pensions. Pour leur faire une pension. Est-ce que c'est pas indécent ça? Parce que vous avez fait 5 ans, un mandat de 5 ans, on va vous donner, alors que dans la fonction publique, il faut faire combien d'années 30 ans pour pouvoir bénéficier, cotiser. Mais alors, ça pose un problème. Moi, je dis, il faut vraiment refonder la politique, la démocratie telle qu'on est en train de la vivre, telle qu'on est en train de la faire au Niger. Ça crée une certaine... comment dire, une certaine répulsion des citoyens vis-à-vis de cette façon de faire. Parce que ailleurs, quand vous voyez, par exemple, dans les pays, le monsieur, il fait la politique, mais il a une autre fonction. Il a sa fonction officielle. Il n'est pas politicien professionnel, il n'est pas un travailleur de... Oui, on est obligé de travailler pour manger, mais on n'est pas obligé d'être député voilà. pour manger. C'est tout ça, quand on essaie de voir, on s'est dit, bon, il faut vraiment, ça a été pour voir. Est-ce que la façon dont on est en train de vouloir transformer, parce que c'est devenu, on a fait de la politique une profession. Mais là, vous parlez des députés qui doivent faire 5 ans. Là, le Premier ministre doit faire seulement un an. Alors, il doit faire seulement un an en poste. Après, il a 10 ans de prise en charge. On dit au minimum 10 ans. 10 ans de prise en charge. 10 ans. À peu près 2 millions mais par an. Alors, vous avez déjà 60 ans, 65 ans, 70 ans. Vous avez encore 10 ans que l'État va vous prendre en charge. Comme si c'est que vous avez pu accumuler pendant votre fonction, quand vous assumez votre fonction, ça ne peut pas vous permettre de tenir. Mais alors, ça pose un problème. 10 ans de prise en charge totale et donc la personnalité en question, plus sa femme et ses enfants. Mais ses enfants, prise en charge sanitaire, y compris pour les évacuations. Oui. Pendant que, bon, pour sa famille biologique. Mais dans tous les cas, on a inclus ça. Non, mais dès l'instant où on l'a mis dans la loi, c'est qu'il y en a qui vont bénéficier de ça. Et quand ils disent enfants mineurs, peut-être qu'ils ont essayé d'être un peu machin. Non, c'est la terminologie comme ça. Bien sûr. Bon, écoutez, vous savez, comparaison n'est pas raison. Mais regardez, au Bénin, il y a eu la même velléité. Des députés notamment. Mais Talon a retoqué ça et dit il n'est pas question qu'il s'augmente. Donc, quelque part, la vie, c'est une lutte, c'est un rapport de force. Ici, tout passe, comme on dit. Quand il y a des lois, il y a des mesures qui sont prises, on conteste ça sur les plateaux de télévision, dans les fadas, ça s'arrête là. Personne ne prend le devant pour dire non. Ceux qui prennent le devant, ils sont interdits le plus souvent. Mais moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, parce qu'on dit que c'est la majorité, je n'ai jamais vu des gars de la majorité manifester pour soutenir l'augmentation du coût de carburant ou bien du coût de quelque chose. Je n'ai jamais vu ça. Donc, tout le monde sait que c'est mauvais. Tout le monde sait qu'il va le vivre dans sa chair. Mais personne ne fait l'effort parce que c'est ma majorité, ce sont mes gars.
je ferme les yeux, je ne veux pas. Parce que dès qu'on. Ici, la raison, c'est que. L'explication, c'est que dès qu'on proteste, c'est qu'on est contre le régime ou bien on veut la chute du régime. Oui, mais, Or, oui, mais d'accord. Oui, mais vous ne pas vous interrompre parce qu'il faut que nous comprenions. Quand vous prenez l'exemple du Bénin, on est tout à fait d'accord, c'est ce qui s'est passé. Mais au Bénin, Talon avait quand même une majorité, il pouvait compter sur machin pour passer en force. Seulement, là, il a fait preuve de bon sens. Mais ça, je dis, c'est la chose la mieux partagée. Oui, parce que là aussi, les populations sont en droit de compter un peu sur le bon sens des dirigeants qui les. Mais ça, je dis. Et ici, le test est venu au gouvernement, le gouvernement a avalisé ça sans même aucune modification, me semble-t-il, d'après ce que les gens ont dit. Donc, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Mais comme l'a dit aussi le docteur, c'est que eux, ils sont dans une tour d'ivoire, on ne vit pas la même réalité. Mais quoi que même si on ne vit pas la même réalité, quand même, ils ont des parents qui ne sont pas au même niveau de cette réalité. Tout le monde vit ce qui se passe dans ce pays. En principe, ils sont même au fait de certaines réalités plus que nous. C'est eux qui gèrent les finances publiques. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'argent. Oui, mais ils le disent déjà. Mais ils savent très bien qu'il n'y a pas d'argent, que c'est difficilement que certaines dépenses de souveraineté soient assurées. Mais par cynisme, on dit en politique qu'il est plus facile de diriger un pauvre. Un pauvre, il est plus dirigeable, il est plus corvéable à merci. Si quelqu'un est pauvre, tu le jettes un peu, il va se calmer. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On sait que les gens, dès que tu les jettes quelque chose... Regardez ce que... Aujourd'hui, la semaine dernière, cette semaine, l'enquêteur avait une petite caricature humoristique en disant, en montrant le siège du PNDS avec le président intérimaire, qui dit que non, les gens sont venus à vous, il dit non, que vraiment, ça va quoi, ils ont déjà le plat, ils ont le quota, ils ne veulent plus. Les gens, tout le monde veut aller à la mangeoire parce que la souffrance est telle que c'est difficile de tenir. La scolarité aussi, on l'a dit, la santé. Même le manger aujourd'hui, c'est compliqué. Le loyer, c'est déplacé, le carburant, tout est cher. Et ce n'est plus, la compétence n'est pas un élément d'appréciation. Quand on est compétent, on se contente de son salaire. C'est tout. Et le salaire, il est moribond, il n'a pas évolué depuis un certain temps. C'est vrai que le régime a fait beaucoup. J'en sais quelque chose pour l'augmentation des salaires de toutes les catégories. Mais malheureusement, la vie chère, en même temps aussi, elle est montée. Et les gens ne font pas... Tant que les gens ne lutteront pas, tant qu'on va se contenter de nos studios pour parler, pour dénoncer ce qui est en train de se faire, ça ne va pas bouger. Les gens vont continuer. Et aujourd'hui, les députés, ils ont un plus, les anciens premiers ministres. Heureusement d'ailleurs qu'eux, ils se comptent peut-être aujourd'hui, ils se comptent au bout de ils valent peut-être une dizaine ou une quinzaine, les anciens premiers ministres. Donc, mais toute cette masse-là, ici, ils vont jeter un peu et puis bon, les gens vont être contents, c'est fini. Ça va continuer. Oui, docteur. Oui, merci. Vraiment, vous l'avez rappelé, je crois qu'il y a déjà 2 semaines, on a un peu juste ébauché la question de la proposition de loi donc qui doit un peu augmenter les indemnités, je crois que des députés, avec l'avis favorable du gouvernement qui a été donné. En ce temps, je disais que bon, moi, je n'avais pas tous les éléments d'appréciation parce que je ne sais pas l'exposé de motifs, qu'est-ce qu'il a changé. Entre-temps, j'ai annoncé qu'il y avait déjà eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt 006 du 28 juillet 2020, effectivement, qui avait un peu stoppé à son temps, puisque le projet de loi a été adopté, le gouvernement avait donné un avis et la Cour constitutionnelle, dans cet arrêt, avait invoqué un peu l'objectif constitutionnel de bon usage des ressources publiques, qui fait que, conformément à l'article 102 de la Constitution, qui parle des indemnités des présidents. Voilà, l'opportunité, exactement, l'article 102 qui parle des indemnités du président de la République, des traitements et tout autre. Et le deuxième alinéa qui dit que cette augmentation doit tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des vies des Nigériens. Maintenant, bon, malgré que je n'ai pas tous les éléments, je vais peut-être me prononcer. Et justement, oui, dans l'arrêt, effectivement, à son temps, le gouvernement avait donné un avis par rapport à la proposition de loi. Non, l'avis d'abord du gouvernement, parce que quand le député fait une proposition de loi, on transmet au gouvernement pour faire un avis dans un délai de 15 jours. Et le gouvernement avait donné cet avis. À l'époque, il avait effectivement relevé de tenir compte justement de la situation d'insécurité, de la baisse justement des recettes fiscales de l'État et de la gestion de la Covid en son temps. C'est pour ça que je veux bien voulu voir, est-ce que l'avis que le gouvernement a donné, cette situation a changé? Tout le monde sait que la situation sécuritaire n'a pas changé. Est-ce qu'aujourd'hui, les recettes de l'État ont augmenté? Non, ils ont même diminué. C'est pour ça que je me pose, moi, j'ai
Vraiment, j'ai voulu voir l'exposé des motifs de la proposition de loi et l'avis pour voir. Mais ce qui est sûr, du côté de la Cour constitutionnelle, puisque c'est une loi organique, le Premier ministre va saisir la Cour constitutionnelle au fin de contrôle obligatoire de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle risque de confirmer les termes de son arrêt, vraiment que j'ai bien apprécié quand même, en parlant d'objectifs constitutionnels de bonne gestion, de bon usage des ressources publiques. Aujourd'hui, Hussein l'a dit, est-ce que le niveau général de vie des Nigériens a changé? Bien sûr, est-ce qu'on a changé? Moi, c'est pour ça, ça me pose la question d'opportunité, vraiment de revoir. Alors, je comprends un peu, ils ont fait le comparaison n'est pas raison, je le dis toujours, avec ceux qui gagnent les députés dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils sont les députés, il me semble, les plus mal payés. Mais quelque part, pour moi, je l'ai toujours dit, ce qui aurait justifié l'augmentation de leur indemnité, c'est aussi la qualité même de travail parlementaire. Aujourd'hui, les gens, il faut valoriser la fonction parlementaire. Faire de la fonction parlementaire une vraie fonction avec tous les avantages. Peut-être ça va attirer des gens comme Bunti aujourd'hui. Mais parce qu'au Bénin, quand vous regardez, la majorité des députés, c'est des gens qui ont un excellent niveau des universitaires qui sont là-bas. C'est parce que c'est une fonction attrayante et les gens restent assumer la fonction parlementaire, en tout cas pour laquelle ils ont opté. Et je pense que véritablement, aujourd'hui, et c'est ce qui explique, il y a un déphasage entre la fonction de représentation des députés et nous qui sommes les représentés, puisque aujourd'hui, quand vous faites une enquête, 80% ne sont pas satisfaits du travail du parlementaire. Effectivement, je reviens pour soutenir ce que Tradam l'a dit. Mais ce n'est pas parce qu'on est député de la majorité qu'on est censé soutenir les yeux fermés tout ce qui vient du côté du gouvernement. Justement, la démocratie, ce n'est pas le règne de la majorité, c'est le règne du droit. Quelque part, le député qui est représentant de la nation, y compris un projet de loi de son gouvernement, lorsque ça comporte des dispositions impopulaires, il peut voter contre. Tout comme un député de l'opposition peut voter pour un projet de loi qui émane du gouvernement. Quelque part, pour moi, on peut augmenter les indemnités, les traitements, mais il faut revaloriser la fonction parlementaire pour que les gens sachent que c'est une véritable fonction noble, puisque c'est un mandat, une mission de représentation, comme Abdelhamid, tu l'as dit tout à l'heure. Et maintenant, le contexte, aujourd'hui, peut-être, moi, de mon point de vue, ils n'ont qu'à attendre. Peut-être dans 2024 ou 2000, quand les barils là va passer, l'argent va sortir. Maintenant, on augmente le niveau général de vie. Le gouvernement prend une décision où même il faut étudier les salaires, même les fonctions sont mal payées. Mais encore que... on fait une étude générale. Encore que ce n'est pas des misérables. Justement, on fait... Moi, pour moi, Tradam, il faut faire une étude générale du niveau même de vie du fonctionnaire moyen. On fait une augmentation conséquente du salaire de l'ensemble des fonctionnaires. Et maintenant, dans le cadre de la justice sociale, de la solidarité nationale, on voit comment le paysan et autres là, comment on peut faire des subventions pour qu'il y ait une répartition équitable des recettes. En ce temps-là, l'augmentation peut se justifier. Mais la question, on est là-dedans, dans cette affaire de thé là, que voilà, on amène un décret de celui du Premier ministre. Justement, mais le décret du Premier ministre, peut-être moi je me suis dit, parce que le gouvernement a adopté par décret cette histoire d'appui au gouvernement, c'est pour ça que les députés sont revenus à la charge. Pour dire que, puisque vous avez fait pour les anciens premiers ministres, vous l'avez dit, quand on calcule justement dans le décret, là, c'est à peu près 2 millions de salaires de liquidité le mois sans le chauffeur, les maladies, parce que c'est des personnes âgées, on suppose. Voilà. Donc, moi, quelque part, pour moi, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas même du chantage qu'ils vont dire au gouvernement? Puisque vous avez accepté de faire ça, maintenant, nous aussi, il faut qu'on revienne à ça. Maintenant, quoique là aussi, il y a une question non seulement d'opportunité, mais moi, ce qui m'a désolé dans ça, vous vous rappelez, en son temps, Hamma a fait voter une loi sur, je crois que le régime de pension accordé aux anciens premiers ministres. Malheureusement, dans ce pays, les gens personnalisent les textes. Les textes, au lieu que la loi garde son caractère général et impersonnel, on supervise. Et à son âme, en son temps, le député Jacou a fait une proposition de loi pour faire abroger cette loi. Bon, si la loi était là, on ne doit pas regarder aujourd'hui. Voilà. C'est un décret qu'on fait. Justement, mais c'est pour ça, moi, ça me gêne l'ancrage. Parce que c'est quand même des avantages qu'on accorde. Même si c'est des anciens premiers ministres, pour moi, ce n'est pas un décret qui doit intervenir dans ce sens. C'est une loi qui doit intervenir. Et la question d'opportunité aujourd'hui se pose. Je ne sais pas, je me suis amusé à compter, parce que la condition pour bénéficier, il faut au moins exercer pendant un an, mais au moins il y a 7 ou 8 ou 9 qui sont actuellement, d'autres ne peuvent pas cumuler certaines indemnités et autres là. Mais au moins il y a 7 ou 8 qui vont avoir 2 millions de salaires par mois pendant pendant 10 ans, et quand même, il y a un véritable problème. Donc pour moi, il y a la question d'opportunité
Mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Est-ce qu'ils ont même besoin d'être pris en charge encore? Des gens qui, tout à l'heure, le disaient, pour la plupart d'entre eux, je touche du bois, que c'est pas péjoratif et tout, mais ils sont pratiquement seuls. Ils sont pratiquement seuls. Pas d'enfants en charge, pas de machin. Ils sont tous. Ils ont tous au-delà de 60 ans. On peut faire au regard de la parce qu'on est dans un régime comme semi-présidentiel, c'est des chefs de gouvernement, ils ont assumé de hautes fonctions. Si on veut leur faire une sorte de pension à l'image des anciens présidents de la République, de la pension parlementaire, on peut faire une pension accordée aux anciens premiers ministres pour avoir exercé ces fonctions, mais revenons à une loi où, par rapport au niveau général de vie, la situation, on peut prévoir. Ce n'est pas mauvais en soi. On peut vraiment dire, bon, vous avez rendu des services. Voilà. Donc, pour un premier ministre. Ah oui, à cette année. Oui, mais pour un premier ministre. Non, moi je pense que. Parce que n'oubliez pas, c'est d'abord ces indemnités et avantages du président qu'on a touché. Tout à fait. Après, les députés ont dit que là, on a un premier ministre là. Oui. Moi, c'est pour ça. Je pense qu'il faut étudier un peu le niveau de vie du Nigérien. Peut-être l'INS ou autres peuvent faire une enquête pour se ressortir le niveau réel de vie par rapport aux autres citoyens de l'UMOA, un certain nombre de choses, y compris les fonctionnaires. Et en ce temps-là, quand le pétrole là va sortir, parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui vont rentrer. Le principe de la solidarité, la justice sociale, mais dans des caisses de l'État. Mais bien sûr. Sont tellement voraces. On se demande s'il y a encore des liens entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Sincèrement, regardez, dans le même temps où ils font ces augmentations, dans les partages de production, l'État est lésé. Un simple Canadien vient, il prend 80% de l'uranium de Damisa ou bien comment et on donne 20% à l'État. S'il vous plaît. Et dans ces 20% là maintenant, on dit non, les anciens premiers ministres, les anciens députés, il faut leur dire non, s'il vous plaît. Non, moi je pense que les gens, il faut qu'ils reviennent les pieds sur terre. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à un petit groupe. S'il y a une masse d'argent à partager, il faut la partager de manière équitable. Faire en sorte que, sincèrement, aujourd'hui, le fonctionnaire nigérien nous fait pitié. Parce que son salaire-là, il ne peut pas le conserver plus de 5 jours. Quand on compare Niamey à Abidjan ou Niamey à Dakar, il faut faire extrêmement attention. Une étude a démontré que Dakar est la ville la plus chère d'Afrique francophone. Tout à fait. Donc, que le député sénégalais gagne 2 millions là, c'est rien là-bas. Par rapport à notre niveau de vie, sincèrement, les députés nigériens, ils sont très bien lotis. Les présidents des groupes parlementaires aussi. Mais donner 2 millions à un ancien premier ministre simplement parce qu'il a exercé. Et quand on sait que souvent, ces gens-là profitent de leur fonction aussi pour monter des entreprises ou pour monter... Non, sincèrement, moi je pense que c'est indécent. Sérieusement. Et la plupart viennent des organisations internationales où ils ont accumulé. Est-ce qu'ils ont besoin de... Ils sont à l'abri du besoin, honnêtement. Ils sont pas... Vraiment, ils sont à l'abri. Franchement, moi je me dis que... Et la plupart n'ont pas beaucoup de charges. Non. Des charges... Non, au Canada... Moi, je me rappelle l'année où Alain Juppé a quitté le poste de Premier ministre. Il est parti enseigner en Canada, tout à fait. Et il est revenu avec une voiture. On dit non. Il a été sanctionné, il a été déclaré inéligible pendant 5 ans. Il est parti enseigner au Canada. Exactement. Il est revenu avec une 4x4 sur Maus. Là, on dit non, même en tant que ancien Premier ministre, tu ne dois pas circuler avec ça en France. Il a été oui. On dit non. D'abord, il y a les normes. On parle de normes environnementales et en plus que tu gagnes de l'argent pour entretenir un tel véhicule. Donc c'est vous dire que quand on est au Niger... C'est ça la bonne gouvernance. Oui, non, c'est-à-dire au Niger, l'activité politique est devenue une activité lucrative. Mais en réalité c'est un service, comment on appelle ça? On est au service de l'intérêt public. Tout à fait. Quand on est un service public ou un sacerdoce, on ne vient pas se faire de l'argent sur le dos des pauvres. Moi, je me dis, sincèrement, moi, ça me fait mal quand je vois comment nos richesses du sous-sol sont partagées. Les Chinois, 60, 40. Canadiens, 20, 80. Et c'est dans notre pourcentage là qu'on assure la sécurité de ces gens. Oui, moi, je me dis que même dans les négociations, il faut peut-être mettre en annexe la clause sécuritaire. Nous sommes en situation de guerre. Tu veux exploiter nos richesses, on est d'accord, mais ce ne sera pas 60. 40, ce sera 50-50. Et dans tes 50, tu vas encore ajouter 10% pour que nous puissions assurer ta sécurité. Parce que ta sécurité, nous ne sommes pas obligés de l'assurer avec nos 40%. Ce qui se passe, c'est que, regardez, même dans les négociations, nous sommes lésés. Parce qu'on n'a plus des gens
Mais justement, mais on n'amène pas des gens qui connaissent les négociations. Ils sont pas. On met des contrats. Le terrain public, là, ça leur dit absolument rien. Même pas le terrain public, c'est qu'ils ne sont pas à l'abri des besoins. Or, quand quelqu'un n'est pas à l'abri des besoins, il est cupide vite, il est corruptible. Et puis l'autre réalité, et Tradam, il y a aussi les dessous de table quand même dans les négociations. Quand tu es inflexible là. Regardez, on négocie avec les Chinois à Paris. Notre affaire, notre pétrole, c'est à Paris qu'on va aller négocier. Pourquoi? Si les Chinois veulent, ils viennent au Niger, on négocie. Ah oui, mais et puis les histoires de 40, 60 là, moi je crois qu'il faut revenir. Tant j'ai fait venir Sarkozy à Niamey pour négocier Imoraren. J'ai dit tant j'ai fait venir Sarkozy à Niamey pour négocier Imoraren. Les Turcs ont pris tous les marchés du bâtiment, des machins. Ils n'assurent aucune formation à nos militaires. Pourquoi? Et c'est avec nos propres sous qu'ils construisent nos routes, alors que nous assurons leur sécurité. Non, moi je pense que la clause sécuritaire doit être primordiale. Celui qui veut un marché public étranger, tu viens chez nous, en taille un pourcentage que tu dois verser à l'armée. Ah ouais, sinon, on n'assure pas bonne idée. Tant j'ai très pragmatique, Père Sanam. Je me souviens en 2007, quand il s'est agi de cette histoire de pétrole, justement, on avait composé une équipe pour aller négocier en Chine. Et comme on dit, lui, il est vraiment pragmatique. Il a vu la composition de la délégation. Tous ceux qu'il ne connaît pas, il a demandé à les voir, il les a vus. Il a demandé c'est comme les frais d'émission. On lui a dit les frais d'émission déjà. C'est comment les frais d'émission? C'est beaucoup. Le montant, oui, le montant, c'est dérisoire. Ils vont en Chine, ils connaissent la Chine. Et ils vont se faire rapidement épingler par des enveloppes. Il a pris sur lui ces fonds, il a fait des grosses enveloppes à chacun. Il dit c'est pour que personne ne prend quelque chose là-bas. Personne ne prend quelque chose. Il connaît les Chinois. Voilà. C'est une corruption. Je vous assure, il a dit à chacun, voici tes frais d'émission, mais ça, c'est moi qui te donne pour que tu travailles pour ton pays. Voilà. Il n'est pas question, tu vois. Et c'est comme ça, les gens sont partis. Avec une grosse fierté, parce que les gens, effectivement, ils étaient en train de se lamenter comment faire. C'est ça, la fibre patriotique, il a touché à ça. Voilà, ils ont dit, tu vas pour ton pays, voilà, moi je te donne ça, en plus, pour que tu ne demandes rien à personne. Et c'est ça qui s'est fait. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur. Franchement, il faut que je le dise. Oui, moi, la clause sécuritaire, elle est primordiale. Sincèrement, j'ai vu tout récemment, on a affecté les sites attachés militaires là. Tout ambassadeur qui se trouve dans ces pays où on peut nous fournir de l'armement, qui reste 2 ans sans obtenir un don, il faut le ramener au pays. Sincèrement, non. On est en guerre, hein. On n'a pas à se faire de moyens. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Les attachés militaires là, ils vont pourquoi? Si c'est pas pour. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec Abidjan? Non. Chine, Inde, Turquie, Égypte, Belgique, France, Allemagne, on est d'accord. Et Russie. Et même l'Iran. J'ai rien à foutre. Oui. Non, on est en situation de guerre. Et on se rend compte que les partenaires là. Mais tu as oublié tes amis. Hein? Tu as oublié tes amis. Lesquels? Israël. Le Israël, ça c'est une. Non, on me donne mon passeport, moi je vais aller pleurer à Tel Aviv. Oui. Non, moi je suis capable d'aller. Benyamin, il prend le pouvoir aujourd'hui. Moi je suis capable d'aller. Non, moi je vous assure que je n'ai aucun état d'âme. Tu viens de notre richesse, il faut participer à notre sécurité. Tout à fait. La Chine doit former des régiments entiers ici pour que nos militaires puissent assurer la sécurité des oléoducs. Les Turcs ont pris des marchés des centaines de milliards, il faut qu'ils forment des militaires et nous donnent le matériel pour qu'on les protège. Les Canadiens sont venus, 20%, non, moi, franchement, je pense qu'il faut arrêter l'exploitation. Les Indiens sont dans Satou. Ils sont sur des milliers d'hectares en train de récupérer. Ils ne participent pas à un seul franc. Alors, il faut qu'ils donnent de l'argent. On finit. Voilà. C'est une bonne idée. Notamment, pour moi, la sécurité primordiale. Je vous lis ce message un peu long de M. Issoufou Ali pour terminer. C'est une contribution, c'est un commentaire. Il dit c'est un système politique faux que tout le monde, ou presque, dans lequel tout le monde est presque corrompu. Et souvent, quand il parle des attaques ou de tout ce qui se passe, notamment par exemple le drame de Tamoul, à tel point que les gens sont incapables de s'entendre même par rapport aux morts. Il faut nécessairement recourir au mérite et à la compétence si nous voulons sortir définitivement de l'ornière. Les gens sont obligés de se taire parce qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. Ceux qui osent dénoncer les travers du régime sont systématiquement écartés, marginalisés, humiliés, maltraités, s'ils ne sont pas carrément détruits lâchement et injustement dans le cadre de règlement de compte ignoble de l'administration publique et dans la société en général. Aucun secteur d'activité n'est épargné par la machine destructrice du parti au pouvoir.
C'est cela le problème de notre pays. C'est triste, mais c'est la réalité du moment. Parce que les gens manquent de patriotisme. Le système dans lequel... Moi, tu sais, ce qui me choque davantage, c'est que ces gens-là, ils ont passé leur temps à critiquer tous les autres régimes, pratiquement depuis que la démocratie a commencé. Et aujourd'hui, ils font pire que ce qu'ils avaient dénoncé auparavant. Mais quand je me rappelle pour des affaires de Brouti, comment on appelle 500 millions l'affaire Zénab, où on a eu combien de motions de censure à l'Assemblée, il y a eu l'affaire Meba, on a vu comment ça a agité. Aujourd'hui, c'est des milliards. Y compris la personne qui est directement impliquée, il n'est pas du tout inquiété. Il sait que rien ne va se passer. Alors, quand on est dans un système comme ça, on se pose bien des questions. On ne résout pas un problème, le problème de la corruption, de l'impunité. C'est pas avec les mots. Il faut forcément des actions. Des actions. Et d'ailleurs, j'avais oublié ce petit titre-là. Je ne sais pas si la régie est encore vigilante là. Le Nouveau Républicain, c'est le dernier titre de Presse Plus aujourd'hui. Et le blé, c'est un problème de gouvernance. On cherche l'argent pour renflouer les caisses de la SONIDEP, alors que la SONIDEP, beaucoup de gens doivent de l'argent, mais bon, ils ne payent pas. En tout cas, ils refusent de payer. C'est ce que nous dit le journal. Le Nouveau Républicain a titré « Daïrou Mangal doit plus d'1 demi-milliard à la SONIDEP ». Daïrou Mangal doit plus d'1 demi-milliard à la SONIDEP. Non, vous savez, moi je pensais... Et paraît-il que bon, le monsieur refuse de payer. Son représentant ici a été sommé de faire diligence pour que l'argent soit retenu. Il n'a même pas voulu prendre la sommation, le document qu'on a présenté. Il a refusé de prendre ça. Et ils disent non, vous savez, moi... Les 8 millions, alors qu'on dit que la SONIDEP a besoin urgemment de l'argent. Et la preuve, on a augmenté 130 francs sur le gasoil. Et c'est le Nigérien là également qui doit payer. Mais on va continuer. Oui, mais vous allez payer. Oui. Hein? On va payer, il n'y a rien à faire. On va payer. Oui, on va payer. Regardez, inversons la pyramide. Si par exemple c'était le PNDS qui était à l'opposition et que c'était un autre parti qui était au pouvoir, avec tous ces travaux qu'on a observés, vous pensez que ça allait être comme ça? Eux, l'avantage qu'ils ont, leur conviction, c'est qu'ils n'hésitent pas. Ils y vont quoi qu'il advienne. C'est des politiciens, ils savent ce qu'ils veulent. Or, la majeure partie aujourd'hui, des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils savaient ce qu'ils veulent. Et ça, l'avantage. Ce qu'ils veulent, c'est détruire le pays. Non, ce qu'ils veulent, c'est être au pouvoir. Oui, parce que par tous les moyens. Par tous les moyens. Oui, parce que quoi qu'il advienne, oui. Là, c'est... Oui, mais ça, j'ai dit, oui. Et c'est ça leur conviction. Ils veulent, coûte que coûte, arriver au pouvoir. Et ils ont mis les moyens pour y arriver au pouvoir. Et je vous ai dit la dernière fois, en 2011, la situation n'était pas comme ça. Tout le monde, il y avait la société qui était plus ou moins cohérente. Tout le monde, il y avait la familiarité. Il n'y a pas de fracture. Il n'y a pas de fracture sociale. Mais eux, ils savaient par comment ils sont venus. Ils ont créé des remous pour y arriver. Cette échelle qu'ils ont montée pour arriver au pouvoir, ils ont enlevé complètement. Comment on a le terme utilisé, c'était le concassage. On a tout concassé. Et aujourd'hui, effectivement, mais le danger du concassage, c'est qu'ils se retrouvent aujourd'hui seuls, sans opposition. Ils ne savent pas d'où peut venir éventuellement un danger. Parce qu'au moins, avec une opposition forte, on peut de temps en temps sentir. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de syndicats, il n'y a rien, il n'y a pas de presse, il n'y a rien. Donc, c'est eux qui gouvernent. Et c'est ça leur objectif. Mais j'ai dit, l'objectif, c'est que le danger, c'est qu'on ne voit pas venir les choses, certaines choses aussi. C'est peut-être ça. Merci Traoré Douda, merci Dr Bounti Diallo, merci Hussein Issa, merci Dr Amadou Samboka, merci mesdames et messieurs de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine et excusez pour les quelques désagréments que vous avez pu constater au cours de cette émission qui a démarré difficilement mais qui a eu lieu quand même, oui, de façon laboureuse mais dans des conditions assez acceptables et nous espérons vous avoir tenu en haleine durant ces 90 minutes ou un peu plus que nous avons passé ensemble. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, même chaîne, même heure. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Le programme de la télévision, bon frère, au revoir.